Donc aujourd'hui, la troisième mi-temps accueille Frédéric Noirom. Et je vais lancer tout de suite le débat. Frédéric, en te posant une question toute simple, c'est pourrais-tu nous expliquer à travers tes études et tes rencontres, quel a été ton trajet pour devenir directeur de la photographie? Donc je recommence, j'ai fait l'INRACI, qui maintenant s'appelle l'ELB, je demandais à Ella de confirmer. Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai fait? En sortant de là, on a relativement peu de contact avec des réalisateurs, etc. Parce qu'il n'y a pas de, il y avait à l'époque, je ne pense pas qu'il y ait toujours, enfin ça faudra qu'elle me corrige, mais il n'y avait pas de section réalisation, où il n'y avait personne qui faisait ça, donc on sortait un petit peu comme technicien, la plupart TV et autres. Mais à l'époque, moi je m'étais un peu lié avec quelques copains, avec un prof qui s'appelle Daniel Devalque, qui ne donne plus cours là, et qui nous a un peu projeté dans le documentaire. Et donc, on a fait tout un tas de petits projets docu fauchés, pas payés. Et en fait, j'ai commencé à cadrer. J'ai jamais fait électro ni assistant, ce qui parfois pêche un peu. Mais voilà, j'ai fait du docu et puis des courts-métrages et puis des longs-métrages de fiction. Mais en gros, j'ai tout de suite été au cadre sur des petits projets en sortant de cette école par le documentaire. Voilà. Dans cette même énergie où on pouvait à l'époque, j'en avais la possibilité de travailler bénévolement sur quelques projets. Je crois que j'ai dû faire une série, je crois que c'est ça, j'ai fait une série de courts-métrages pour une boîte de production qui s'appelait La Partie, qui maintenant s'appelle Panique, je pense, qui est la boîte de Vincent Tavier. Et puis, il a fallu faire un long métrage un peu fragile, mais qui était chouette. Et j'avais rencontré le réalisateur tout à fait par hasard, même sans la boîte, sans Vincent Tavier, qui s'appelle Olias Barco. Et on a fait un film un peu à l'arrache, en noir et blanc, en DV, dans un château qui s'appelle Kill Me Please, avec Poulvord, avec tout un tas de gens. Et c'était assez amusant. Et en fait, ça a été un premier long qui, dans un certain milieu, s'était fait un peu remarquer à l'époque. Et puis une fois qu'on en a fait un, on en fait d'autres. Et puis les projets s'épaississent un peu petit à petit. Et puis voilà. Oui, j'ai vu d'ailleurs que tu avais fait, après tu as fait, il n'y a pas longtemps, tu as fait un film avec Elias Barco aussi, où que tu faisais la seconde caméra avec Thierry Arbogast. Ouais, alors ça, c'est un film qui s'est fait en Ukraine. Et Olias était parti le faire avec Thierry, mais il avait, je pense que avec notre passé, il avait vraiment envie que je sois avec lui et il m'a proposé de venir faire ça avec lui. Moi, j'étais pas du tout à l'aise parce qu'au final, j'ai fait du cadre et j'ai fait chez FOP deuxième équipe sur quelques plateaux parce qu'il n'y avait pas beaucoup non plus. Je dirais qu'il y a un tiers de deuxième équipe. Et j'avais pas envie au début, donc mais après, ça s'est très bien passé. On s'est beaucoup amusé et c'était voilà, c'est un film que je ne sais pas s'il est visible quelque part. C'est un film fantastique pour enfants dans des studios, voilà, tout en studio. C'était assez chouette quand même au final. Mais oui, voilà. Moi, j'aimerais bien te poser une question sur parce que tu parlais des documentaires que tu avais fait avant, enfin, les Ouais. documentaires que tu as fait. Je voudrais savoir un peu comment tu abordes un film en documentaire et comment tu te prépares. Voilà, moi, j'en ai vu qu'un, j'ai vu juste Battle que tu as envoyé. Ah ouais, c'est Et déjà après, tu vieux. peux parler déjà en général, hein, pas forcément que de celui-là, c'est une question plus générale. Ben, je pense que je les aborde maintenant, pas comme avant. En fait, ça fait longtemps que je n'en ai plus fait. Je pense que Battle, c'était le dernier. Puis j'en ai refait un avec une fille qui s'appelle Paloma, qui a fait son premier long docu. Et elle a été assistante caméra et électro avec moi sur des films. Et donc, quand elle m'a proposé de faire l'image de son film, j'avais trouvé le dossier super. Et donc, je l'ai fait. Et je pense que ça s'envisage assez différemment quand tu commences et puis après. Si tu voulais savoir comment j'aborde ça, c'est ça? Comment? Justement, la différence entre les deux, comment t'aborder et comment tu le ferais maintenant, ça m'intéresse. Si jamais Ben, je pense que ce soit de la fiction ou du documentaire, j'essaie d'abord de bien comprendre le dossier et le film que le réal veut faire et essayer de savoir vraiment précisément
qu'il espère qu'on ressente en voyant son film. Vraiment une histoire d'émotion basique, de construction de son film. Pourquoi il veut faire ça? Pourquoi là-bas? Pourquoi avec ces gens-là? Pourquoi? Comment? Et puis une fois qu'on a compris ça, on l'a jamais totalement compris. Hein, je continue à comprendre le film qu'ils veulent faire une fois qu'on est sur le plateau et quand on tourne. Et je redécouvre encore des intentions de leur part après le montage. Hein. C'est vraiment un work in progress jusqu'à la découverte finale du film. Mais oui, c'est ça, c'est comprendre ce qu'ils veulent faire. Et puis après, évidemment, en documentaire, on n'est pas du tout dans les mêmes rythmes de travail et succession de dynamique de plateau, c'est pas du tout pareil. Et forcément, la collaboration n'est pas la même non plus. Voilà, on est beau. Je suis assez exclusif avec les réalisateurs, que ce soit en fiction qu'en docu, mais en docu, ça laisse plus de place à une relation très, très forte parce on est très peu de monde finalement. Donc, on est tout le temps dans le dialogue avec eux, tout le temps. Et en fiction, j'espère aussi être tout le temps dans le dialogue avec eux, mais il faut parfois gérer une équipe, etc. Donc, c'est voilà, un peu plus partagé. Et est-ce que pendant que tu faisais les documentaires que tu as fait, le réalisateur avait un retour ou alors la discussion se faisait avant et du coup, pour Battle, je pense que c'est très cadré, donc je pense que le réalisateur est tout le temps à regarder un peu ce que tu fais, j'imagine. Les deux, Peut-être les autres, je sais pas. mais les autres, je m'en souviens plus très bien. Battle, je m'en souviens un peu, et le dernier, Petit Samedi, c'était l'année dernière, donc ça c'est très clair. Et je pense que c'était assez proche les deux dans les méthodes de tournage. Le réel a toujours un moniteur. Et c'était des documentaires qui, comme on fait de plus en plus aujourd'hui, et tant mieux d'ailleurs, qui sont de plus en plus fictionnalisés, c'est-à-dire qu'on pose un cadre, on choisit le décor, et puis après, la réalisatrice demande aux personnages de faire telle ou telle action, en laissant place évidemment à à leurs improvisations et leurs gestes du quotidien qu'ils répètent, quoi. Donc, c'est malgré tout assez mis en place. Donc, il y a une grosse discussion de cadre et parfois un petit travail de lumière pour rendre la séquence visible et montable et dans l'esprit qu'on veut. Mais voilà, oui, Oui, dans Battle, est-ce que tu as beaucoup rééclairé les endroits justement? non, Non. non, 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 pas beaucoup. Non, je pense même pas du tout en fait. Mais il y a beaucoup d'extérieur, hein, dans Battle. Donc Ouais. ouais, non, non. Tu joues vite à éteindre certains plafonniers, à tirer des rideaux. C'est plutôt des petites actions de lumière dans ce qui existe sur place. Déplacer une lampe qui existe, la mettre ailleurs. Tu te sers sur place et tu refais un peu le décor, lumière avec ce qu'il y a sur place. Mais j'avais pas beaucoup de matos parce qu'on a beaucoup voyagé là sur ce film. Et donc c'était un peu compliqué à trois de commencer à transporter des valises. Voilà. Et tu faisais tu faisais le point, Frédéric? Il n'y avait pas d'assistant? Ouais, les deux, j'ai jamais eu d'assistant sur du docu. Alors sur Battles, c'était une F55, donc c'était, je pense, déjà un capteur Super 35, si je ne me trompe pas, en taille, mais c'était chaque fois des ouvertures de 5-6 et c'était, je pense, un 25 mm. Donc on était quand même toujours en plan large avec un point assez distant et une tolérance de profondeur qui faisait que c'était pas complètement fou à faire. Mais dans le dernier de Paloma, là, on avait beaucoup de gros plans, des suivis de discussion, etc. Et là, je faisais le point à l'œil. Mais comme c'est des gens assis qui discutent, tu accompagnes juste leur mouvement de tête à l'œilleton, quoi. Bon, après, c'est con, mais comme j'ai jamais été assistant, il fallait que je foute le follow focus dans un sens qui me paraissait logique pour que ça puisse venir instinctivement. Je pense que tous les assistants du monde m'auraient dit que je les montais à l'envers. Mais voilà, non, ouais, on se démerdait comme ça. Voilà. Et tu dis que tu fais un peu moins de documentaires maintenant. Est-ce que Ouais. c'est une question d'opportunité ou que tu favorises la fiction maintenant, tu veux aller plus vers ça? Oui, alors j'aime beaucoup la fiction parce que justement, ça me permet de beaucoup mieux comprendre le projet en amont, parce qu'on a plus de prépa, parce qu'on a et je trouve que
au final, c'est une forme de cinéma qui me plaît tout autant que le documentaire. Et puis j'en ai moins fait parce qu'on m'en a moins proposé des docus aussi. Voilà, et je pense que dans un calendrier, si ça se met, c'est toujours, si le projet est beau, c'est toujours super à faire, hein. Mais oui, après, il y a eu des années où j'ai enchaîné chaque fois 3 films, donc t'as plus le temps de faire autre chose. Donc voilà. Tu dois bien tenir ton micro devant ta bouche, Frédéric. Ah merde, On désolé. t'entend très bien, mais on t'entend faiblement. Et moi, j'ai une petite remarque, parce qu'en fait, quand tu parles, moi, j'ai été voir un peu toutes les choses que tu as faites. Et en fait, ce documentaire Battle, qui a un côté très fictionnalisé, en fait, avec des plans très mis en scène, globalement, des plans qui servent à mettre du texte, en fait, le moment, à mettre de la parole, en fait, à raconter une histoire par la parole. Et à l'inverse, les films que tu as fait en Tunisie, là, avec le réalisateur dont j'ai oublié le nom, Mohamed Benatia. ouais, qui sont aussi très fictionnalisés, etc., mais ils auraient pu s'apparenter à quelque chose avec un look très documentaire, ce qu'ils n'ont pas parce que tu as travaillé les choses de façon à ce que ce soit de la vraie fiction. Mais on aurait pu très bien imaginer ce genre de film comme étant des véritables documentaires, parce que c'est des situations très précises, je dirais, contemporaines. On a déjà vu des documentaires sur ces sujets quasi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui, ben en fait, c'est ce qui me plaît. J'aime beaucoup le documentaire quand on s'éloigne d'une forme un peu reportage, un peu talking heads, un peu même un peu cinéma du réel, documentaire d'action comme ça. Il y en a des très très beaux, mais à faire, je préfère ceux qui s'éloignent un peu de ça et qui troublent un peu dans les codes et dans le genre documentaire, et donc avec des codes de fiction. Et je trouve que ça amène une confrontation de genre qui moi me parle et qui justement fait qu'on se questionne beaucoup plus sur le contenu de l'image et sur ce qu'on raconte dans le film. Et puis dans le cinéma de fiction, ce qui me plaît énormément, c'est effectivement l'inverse. C'est quand on est dans un cinéma très porté étonnamment sur la narration, sur toutes ces petites émotions assez singulières que le réal essaye de mettre en place et qui, pour moi, passent beaucoup et me touchent, moi, assez fort quand je suis devant un film qui ne me met aucun subterfuge à l'image. C'est-à-dire que moi, les fictions que j'aime, c'est celles où il y a pas trop de bluff à l'image. En fait, j'adore les belles images, j'adore aller voir des expos photos, j'adore voir de belles peintures, j'adore des belles images, mais quand un film est trop beau à l'image, ça me gêne. Voilà. Et en fait, je trouve qu'avec ces réalisateurs-là, comme Mohamed ou même le cinéma des frères Dardenne en tant que spectateur, c'est une esthétique qui, moi, me parle beaucoup. Je suis très heureux de faire des films un peu dans ce mode-là. Ouais. Ouais, après, c'est que ces fictions tunisiennes qui sont sur des sujets vraiment extrêmement contemporains. L'une, si j'ai bien compris, c'est un mariage forcé, un type qui va se séparer de sa famille par rapport à ça, et l'autre, bah, c'est le fils qui part en Syrie et le père qui essaie de le rattraper. On a plein de cas de figure de ça qui ont été faits comme du documentaire. Et c'est une volonté dont vous parlez avec le réalisateur. Non, c'est des choses qui se ressentent et qui s'expriment et qui se règlent même dès les premiers jours de tournage. Pour Heidi, le premier film c'est même pas un mariage forcé, c'est un mariage convenu, comme ça se fait là-bas très souvent. Et lui, manque de bol, la veille de son mariage, tombe amoureux en fait pendant un déplacement professionnel. Et donc, moi, ce film-là, en fait, avec Mohamed, c'est le film où on s'est accordé parce que je n'avais jamais fait de film avec lui, parce que j'avais lu ce scénario qui m'avait touché, mais sans avoir compris son approche esthétique. Et dans la liste matérielle de ce film-là, donc de Heidi, il y avait une tête manivelle, tu vois. Et on est arrivé sur place et je commence à
à faire la prépa, enfin même en bout de prépa, à dire voilà. Et puis il me dit non, finalement non, je sais pas, il y a quelque chose qui, je veux pas que ce soit un cadre trop posé, j'aimerais quand même être avec eux. Et puis de fil en aiguille, on a renvoyé du matos et on a tout fait à l'épaule, quoi. Et, et de cette manière-là, en fait, c'est comme ça que lui se sentait le plus proche de ses personnages, et finalement moi aussi. C'est-à-dire que quand on arrive dans l'œilleton à devenir presque spectateur de la mise en scène, tout en restant l'acteur de par ton point de vue, tu sens que c'est juste, en fait. Tu sens que c'est la meilleure manière de le filmer. Et puis dans le deuxième, là, c'était plutôt la lumière sur Eddie, où on avait commencé le premier jour de tournage, le, le- c'était le tournage d'un truc qu'on ne voit très peu, je pense. Pour ceux qui ont vu le film, ceux qui ne l'ont pas vu, j'encourage parce que je l'aime beaucoup ce film. Weldy, mon cher enfant, donc, il y a un moment donné, euh, le père qui regarde la vidéo d'un shir sur Internet qui prône le djihad. Et cette vidéo-là, on l'a filmée parce qu'il était question à un moment donné de l'assumer plein cadre. Après, elle est juste incrustée dans un écran d'ordinateur au loin, mais à l'époque, on l'assumait plein cadre. Et il y a aussi, par contre, ce qui est assumé, le fils qui fait un rendez-vous Skype avec ses parents où il montre qu'il a eu un bébé en Syrie. Tout ça, en fait, les contenus d'ordinateur, c'est le premier jour de tournage. Et là, on a trouvé un petit décor qui fonctionnait et j'ai commencé un peu à l'éclairer, etc. Et tout de suite, Mohamed est venu, il me dit, attends, il y a un truc dans la lumière qui me gêne, etc. On avait refait avec un miroir, un petit rayon de soleil qui rentrait dans un volet, 3 fois rien, mais un effet un peu trop esthétisant. Et pour lui, c'était trop. Et j'ai dit, OK, on l'enlève, on travaille ça autrement. Et en fait, ça nous a permis en un jour de déjà recalibrer son envie très naturaliste de lumière, mais que malgré tout, ça reste relativement élégant, quoi. Donc, ça, c'est vraiment par petites touches les premiers jours où on s'est accordé comme ça. Voilà. Mais après, ça doit rester un film. On ne doit pas à un moment donné se dire que c'est dégueulasse et en sortir comme ce que tu as pu ressentir dans certains films qu'on ne citera plus. Mais, mais voilà, et dans Mon cher enfant, la difficulté était d'autant plus grande que c'était presque systématiquement des longs plans séquences, donc c'est difficile d'éclairer ça, mais on a trouvé chaque fois des petites astuces pour le faire. Oui, il y a une très belle séquence d'ailleurs, la séquence d'ouverture là dans la pénombre. Ah oui. Enfin, entre autres, mais je trouve que c'est un très beau, une très belle atmosphère. Alors juste pour un peu parler technique, tu pourrais nous dire un peu comment c'est fait ça, puisque que j'imagine que tu as peu de matériel, etc. On sent qu'il y a quelque chose qui vient du plafond, qui crée une ambiance, comment dire, une pénombre, disons. Et comment tu peux nous expliquer techniquement comment c'est fait? Alors oui, oui, j'avais des light mats. On avait en pré-light. L'avantage, c'est que comme beaucoup se passe tout dans le même appartement, on a eu le loisir de le repeindre, de le réaménager. En fait, c'était un appartement vide qui, comble du sort, et appartenait à un père dont le fils est parti se battre en Syrie et puis a déménagé. Donc en fait, le lieu était déjà celui de l'histoire, mais on l'a un peu aménagé. On a aménagé le balcon, voilà. Et on a pu tout travailler. Et du coup, moi, j'ai eu tout le loisir d'installer des plafonds techniques dans toute la maison, enfin dans tout l'appartement, et d'accrocher des light mats à des endroits qui me semblaient stratégiques, à 2-3 endroits pour que la direction soit bonne, qu'on puisse voir quand même ces comédiens dans une ambiance qui est naturaliste et qui malgré tout peut souligner ces moments d'angoisse ou de quotidien familial, de banalité, etc. Et donc, c'est principalement avec des light mats qu'on a accroché dans ces plafonds et qui étaient assez faciles à déplacer, parce que ce n'est pas très lourd, qu'on les a fait. Et évidemment, des Kinoflow, parce que je ne pouvais pas emmener autant de light mats que je voulais. En Tunisie, ils n'ont que des Kinoflow. Donc, quand il fallait faire des apports ponctuels, c'était des anciens Kinoflow à tube. Qu'il fallait mettre des tonnes de gélate devant. Et voilà. Oui, Thaïs, on Et t'écoute. Fred, je me Il y demandais avait un Liora peu. avant. Oui, d'accord. Il y avait Liora avant, mais allez-y. D'abord Thaïs et puis Liora. D'accord. C'était concernant tes deux films avec Benatia. Comme tout a été fait à l'épaule et tout a été. Est-ce qu'il y a eu un dialogue différent avec lui? Est-ce que tu as essayé
d'amener des choses sur le deuxième film au niveau machinerie ou tu savais que ça allait directement être tout à l'épaule comme le premier? Non, non, on s'est parlé. Ouais, c'est très. Il m'a envoyé des petites images de films qu'il aimait bien, avec des ambiances très marquées. Et puis finalement, sur place, comme c'était le deuxième film avec lui, on a pu, et puis aussi dans des circonstances familiales, parce que c'était ma compagne qui était première assistante mise en scène, on avait un bébé, donc on est parti en famille très longtemps là-bas, en amont, et donc j'avais une longue prépa avec lui, donc ça nous a permis de bien dialoguer dans les décors, etc. Et de pouvoir, hors travail, même le voir, en parler, etc. Et donc très vite, on s'est remis d'accord sur cette question d'épaule. Et comme lui avait vraiment l'envie de faire du plan séquence, c'était la seule option techniquement faisable. Après, je pense qu'il y a quand même certains plans qui sont fixes, mais voilà, c'était l'idée, c'est ça. Et Frédéric, moi, tu emploies, quand tu as l'épaule, tu emploies un système pour te soutenir, genre Easy Rig ou je ne sais pas quoi, mais c'est de l'épaule-épaule. C'est de l'épaule-épaule. J'aime pas, moi, les easy rigs, en fait. Je trouve ça encombrant. Et puis, il y a toujours ce truc au-dessus de ta tête qui fait que moi, même si les portes sont hautes, j'angoisse toujours de m'accrocher quelque part et de foirer le plan. Donc, je préfère être vraiment à l'épaule tout le temps. Voilà, ouais. Et du coup, avec l'assistant, on essaie de la faire la plus légère, la plus équilibrée possible, mais pas trop légère non plus, parce que quand je la sens bien, j'aime bien quand ça appuie un peu et qu'elle pèse et qu'elle est là. Mais oui, non, il n'y a pas de système de stabilisation. Non. Justement, là-bas, dans des tournages comme celui-là là, en Tunisie, enfin ces deux films-là en Tunisie, tu retrouves la même équipe électro, machino et assistant caméra, ou il y a des gens que tu amènes avec toi de Belgique? Le premier, j'avais pu emmener un chef électro. C'était René Anne, qui est parti avec moi, qui avait fait ça super bien. On s'était bien plu. Il a été super souple avec toute une équipe d'électro locaux et un chef électro tunisien qui faisait le relais avec l'équipe, etc. Et moi, ça me rassurait de pouvoir dialoguer en lumière avec quelqu'un dont j'étais sûr de ne pas avoir d'incompréhension, en fait. Et donc là, j'avais insisté pour partir avec un chef électro. Et pour le second, j'étais parti avec un chef électro et un pointeur. Le premier, c'était une pointeuse tunisienne. Et le second, j'avais Brice au point et Antoine Bellem comme chef électro. Mais sinon, le reste, en machinerie, électricité, c'était la même équipe tunisienne. Ouais. Voilà. Bonjour, du coup, pardon, mais en fait, ma question, elle date d'un peu avant dans la conversation. Du coup, j'en reviens au documentaire et je voulais savoir, c'était quoi un peu les choses que tu prenais avec en lumière, enfin, voilà, le minimum syndical que tu prends avec en documentaire et ouais, qui un jour fait un peu de parler de la lumière en docu, quoi. Bah, le minimum syndical, c'était sur Battle, c'était rien. Et sur le film que j'ai fait l'an dernier avec Paloma, on avait un light mat et j'avais si je ne me trompe pas, j'avais un petit HMI, je crois que c'est un 1800 watts, voilà, que j'utilisais uniquement dans un décor. Ok, Voilà, d'accord. c'est tout. Et Et puis des polis, des impolis, tu vois, des trucs. Du drap blanc, tu vois, que tu peux accrocher à un mur ou du noir, un truc blanc-noir, tu vois. Voilà, des trucs que tu peux mettre vite dans le coffre de ta bagnole et qui t'encombrent pas trop parce que c'est souvent, voilà, c'est souvent ça le problème, c'est qu'on te limite quand même ta possibilité de déplacement avec du matériel puisqu'on est en petite équipe avec des petits véhicules. Voilà. Et puis il n'y a pas besoin de plus, tu débarques pas chez les gens avec un camion de matériel en oui, docu. non, d'office. Voilà. Et juste, je me demandais aussi si à un moment, il y a eu, enfin, parce que tu disais que les documentaires que tu as fait, c'était plus cadré, posé, etc. Mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, merde, cette scène, je l'ai vraiment foirée.
Enfin, genre, où genre, ça n'a vraiment pas été, où il y a un truc que tu t'aurais voulu capter, mais que tu n'as pas réussi à capter. En docu? En docu? Ouais. Euh, Oui, mais comme c'était chaque fois des documentaires où les choses étaient mises en scène et assez bien en place, on fait plusieurs prises, un peu comme en fiction, hein, donc on recommence, quoi. Ok. Donc, tu n'as jamais eu le Voilà. cas où c'était un truc un peu plus guérilla et j'en suis Non, merde, je l'ai pas et non. j'en fais la merde. Ok. Bah, ou alors, c'est con, mais là sur le dernier, mais c'était en pré-tournage, il y avait une montgolfière qui passait. Ah, viens vite, on va filmer la montgolfière et le temps que tu arrives, elle est déjà derrière l'horizon, quoi. Mais c'est tout, quoi. Tu vois, c'est des petits trucs à la con comme ça. Mais non. Frédéric, moi j'ai une question. On te sent très investi au niveau mise en scène, en fait, parce que que ce soit en documentaire ou en fiction. Et donc, est-ce que d'une certaine façon, tu donnes plutôt la priorité à plutôt je dirais, tout ce qui est la mise en scène, ouais, le cadre, puisque Alain Sass, on essaye d'enseigner aux gens que le cadre, c'est de la mise en scène, c'est pas autre chose. En tout cas, une partie de l'INSAS, je pense que c'est un peu l'idée qu'on essaye d'instaurer à l'INSAS. Est-ce que tu te sens plus proche de ça, du cadre, de la mise en scène, des mises en place, du coup, du scénario, etc. Ou bien plutôt de la lumière? Ou bien est-ce qu'au contraire, tu ménages la chèvre et le chou et que les deux te plaisent? Les deux me plaisent, c'est sûr. Je n'arrive pas à dissocier le cadre de la lumière et la lumière du cadre. Pour moi, c'est intimement lié parce que forcément, une position de caméra change une direction de lumière et une direction de lumière va souligner une position de caméra et inversement. C'est très proche pour moi, mais c'est vrai que je ferai toujours passer la mise en scène avant. Et donc forcément, le choix du cadre, il se fait à ce moment-là et j'ai plus souvent tendance à corriger la lumière pour le cadre que le cadre pour la lumière. Et, 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 euh, et oui, je ferai toujours passer la mise en scène avant. Oui, le cinéma, il est là pour moi. Il est là. Et si, comme tu le dis, le cadre est juste, l'image sera là et le film est là. Voilà. Et pour moi, le cinéma passe avant tout par un metteur en scène, des comédiens, un espace, des déplacements, du statisme. Enfin, c'est ça. Oui. Donc oui, je ferai toujours passer la mise en scène avant, et c'est ce que moi je préfère. Ouais, c'est ce qui met du sens dans mon travail en tout cas. Voilà. Et donc forcément, quand tu arrives sur le film, on va reparler de Mohamed parce qu'on en parlait, mais c'est comme ça avec beaucoup. Tu visites les décors, tu choisis tel ou tel décor, mais je l'ai choisi avec le réalisateur parce que pour lui, ça fait beaucoup plus sens pour son histoire, pour le rythme de son histoire, pour ce que le décor dégage dans sa simplicité ou sa complexité en fonction de ce qu'il veut raconter. Moi, parfois, j'ai des petites préférences purement visuelles pour d'autres décors, mais au final, je comprends son envie et puis là, tu t'arranges. Parfois, certains décors t'inspirent une lumière que tu vas essayer de retrouver dans certains endroits d'un autre décor. Et voilà, mais après, avec Mohamed, on a passé des journées entières dans le décor à tout filmer avec nos téléphones en avance, essayer de voir comment on pouvait adapter un plan séquence dans tel endroit. Après, avec les comédiens, ça change de nouveau, mais, euh, mais, euh, mais oui, on parle mise en scène et intention et rythme et jeu et tout avant. Oui, et je mets toujours ça, j'essaie toujours de me le rappeler sur le tournage parce que parfois tu es le nez dans le guidon et je me le rappelle tous les jours. C'est ça qui prime. Ouais. Et la préparation, du coup, elle te sert à quoi exactement, en fait? À comprendre le film. Moi, c'est vraiment toujours ça qui me met le plus à l'aise sur un film, c'est de le comprendre. Et je remarque que toujours, je ne le comprends pas. C'est-à-dire que je le comprends toujours de jour en jour. À chaque journée de tournage qui passe, j'ai compris une chose en plus sur le film et sur ce que veut faire le réalisateur. Évidemment, j'ai compris le gros après avoir lu le scénario, après avoir fait des lectures, des réunions avec lui. Mais quand je vois, par exemple, au bout, sur Weldy, c'était assez phénoménal parce qu'on faisait ces plans séquences-là, mais on faisait 30-40 prises par plan, donc c'était toujours très,
très long. Et puis je revenais parfois très enthousiaste vers lui. Je dis, là, non, non, je sais pas. Et après, il dit, celle-là, elle était vraiment bonne. Toi, tu avais l'impression d'avoir été un peu moins bon à l'image pour un truc. Mais puis tu dis, mais pourquoi est-ce que tu aimes celle-là? Et puis il te montre sur le moniteur, on la rejoue. Et dit, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est un petit geste d'un de ses comédiens, un truc où tu fais, ah oui, mais c'est ça qu'il veut capter en fait dans cette séquence. C'est au-delà du dialogue. C'est ce genre de petite interaction-là qu'il cherchait. Et quand tu vois la prise et qu'il te le montre, tu ne peux plus voir la prise autrement et tu te dis, bah oui, c'est ça la bonne prise. Effectivement, c'est ça la bonne prise. Et donc, plus on avance dans le film, plus je comprends. Et donc, la prépa, c'est vraiment comprendre et gagner ce temps-là pour après pouvoir être le plus efficace possible et transmettre ce qu'il voulait transmettre en image, quoi. C'est comprendre le film, c'est vraiment comprendre qui sont ces personnages, pourquoi, et ce qu'il veut qu'on ressente à chaque séquence, la petite émotion qu'il veut qu'on y ressente, si c'est de l'ennui, si c'est ce genre de choses, quoi. Voilà. Et par rapport à ça, bah, évidemment, probablement c'est différent avec tous les réalisateurs, mais est-ce que tu es très à cheval sur le scénario, ou bien au contraire, tu penses que le moment de la mise en place où tout d'un coup les comédiens, tout le monde est réuni, en fait tous les éléments sont là, les comédiens, le scénario, le décor, la lumière, la caméra et tout ça. Est-ce que tu penses qu'il y a une deuxième écriture possible, ou bien au contraire tu te tiens proche du scénario, enfin tu essayes d'être proche du scénario, tu essayes de tenir cette proximité avec le scénario? Ben, ça dépend. Sur ces films-là, avec Mohamed, je pense que le scénario peut toujours un peu changer, évoluer. Et parfois, on sent que dans certaines séquences, lui-même le dit, il dit voilà, cette séquence-là, elle est super, mais non, il manque quand même quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas, je vais la réécrire, et puis il la réécrit, puis c'est sur le plateau qu'après ça se débloque, parce qu'on n'est pas content du matin, on se dit mais merde, il y a quelque chose qui ne va pas, donc on change tout et on reprend un peu de temps, et voilà. Et avec sur ce genre de film, ça évolue, mais malgré tout, le scénario est quand même la base importante du film, c'est-à-dire qu'ils ont mis quand même des mois, voire des années à l'écrire, donc c'est difficile d'aller détricoter un travail comme celui-là. Mais dans les détails, etc., oui, les choses se réinventent. Et étonnamment, quand quand je fais des comédies avec Tristan Seguela, par exemple, c'est c'est beaucoup plus là, c'est beaucoup plus figé. C'est-à-dire que le scénario a son efficacité, et ça devient dangereux d'y toucher, quoi. Mais ça, du coup, c'est plus le réalisateur qui vient avec des changements dont il est certain, et c'est plus délicat de toi venir, en tant que chef opérateur, insinuer qu'il y a peut-être moyen de changer quelque chose dans le scénario. Sur les comédies, c'est un peu plus, un peu plus droit parce que c'est très découpé, parce que c'est très traditionnel comme manière de travailler, et qu'il y a une question de rythme et d'efficacité de comédie et d'humour qui est écrit et qui est difficile de changer, quoi. Ça répond à ta question? Tout à fait. Tout à fait. Je voulais te demander si tu accepterais de travailler sur un film que au cadre ou que à la lumière, c'est-à-dire en dissociant les deux. Si tu penses que ça a encore du sens aujourd'hui d'avoir un cadreur et un chef-op et voilà, ou sinon ou c'est indissociable maintenant, quoi. Je pense qu'il y a des projets où c'est nécessaire d'avoir les deux. Je pense que c'est parfois très compliqué. En fait, la fois où j'ai fait du cadre avec Thierry Arbogast là, en Ukraine, il y avait beaucoup de plateaux. Donc Thierry, il devait chaque fois aller en pré-light sur les autres plateaux. Donc il fallait quand même que quelqu'un reste là pour un peu faire l'image et le cadre, etc. Donc là, ça a du sens. Mais j'ai pas, bon, c'était amusant parce qu'il y avait une forme de détachement pour moi pour faire ce film-là. Mais c'est pas du tout quelque chose que j'aime. Moi, j'aime faire l'image d'un film, et vu la route que j'ai prise par les choix des films que j'ai faits, je me vois mal dissocier les deux. Mais oui, c'est parfois intéressant de le faire, mais voilà, moi je ne le fais pas. Je ne le ferai plus. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, pour moi, c'est vraiment intimement lié, quoi. Voilà. Alors après, on va me proposer de le faire, et peut-être que je dirais oui pour tout un tas de raisons, juste la lumière, parce que ça me permettrait de le faire de manière plus précise, ou avec un peu plus de temps, ou pas forcément, mais ça peut être un bel exercice. Mais je pense que ça me frustrerait beaucoup de voir un cadreur faire
le cadre à ma place dans une lumière que j'ai faite parce que c'est tellement lié que je le verrais faire un petit mouvement, faire un truc qui me déplairait où je me dis putain pourquoi il fait ça, ça m'agacerait je crois. Mais j'ai jamais été confronté au cas donc je ne peux que le projeter. Tu disais tout à l'heure que tu étais exclusif avec les réalisateurs. Tu veux dire quoi par là? Je veux dire que quand on doit discuter avec la mise en scène, j'ai besoin de prendre le temps de le faire et de ne pas être dérangé pour autre chose. Donc, sur les films de Mohamed, parfois, on est en plateau fermé parce qu'il faut qu'on règle des choses, qu'on prolonge le travail de préparation avant de tourner. Et ça, je le dis à mon équipe, je dis voilà, ça va arriver, il faut respecter ça. Je ne serai plus disponible pour vous pendant une demi-heure. Donc voilà, c'est comme ça, quoi. Donc, tu Et, veux dire plateau fermé, tu veux dire que c'est toi et Mohamed qui vous enfermez dans le décor et ouais, vous avec réfléchissez. les comédiens, voilà. Et on se permet de chercher, mais c'est des films où on se permet ça parce qu'au final ça paye et que le plan de travail est aménagé pour et que c'est prévu comme ça, mais c'est ce qui permet de faire ce genre de film, quoi, pour moi. Oui. Voilà, et je pense que je ne ferai jamais un choix. Je ne ferai jamais un choix d'image pour soulager une équipe technique si je sens que c'est important pour le réalisateur et pour le film. Parfois, j'irai toujours encourager le réalisateur à assouplir certaines exigences parce que voilà, la journée avance, que l'équipe est au bout du rouleau, qu'on ne va pas leur demander de sortir tout un camion pendant une demi-heure, pour la dernière demi-heure de la journée. Ça, évidemment que non, mais c'est malgré tout toujours le réalisateur qui aura gain de cause par rapport à ses exigences, quoi. Si je sens qu'elles sont fondées, si elles ne sont pas bêtes et méchantes, comme tu disais tout à l'heure. Bonjour Frédéric. Moi, je voulais revenir sur. Je continue en fait la discussion. Vous m'entendez bien ou pas? On Oui, m'entend bien? Ok, d'accord. Sur mon cher enfant et au niveau de la lumière et de la mise en scène, je crois, si je ne me trompe pas, que pendant tout le film, c'est surtout des lumières type néon, comme tu disais, enfin, Kino, Light Matte, etc., mais qui viennent toujours du plafond, enfin, surtout, et il y a très très peu de lampes qui jouent ou pas, enfin, dans le décor. Je voulais savoir si c'était une envie d'aide peut-être à la mise en scène s'il y avait des changements de déplacement, etc. Ou si c'était quelque chose qui venait du décor même, ou voilà, quelle était l'intention là-dedans, d'où ça venait. alors le fait que les lampes qui viennent du plafond, très douces, etc., c'est parce que c'est ce qui me permettait d'avoir un maximum de souplesse et de direction et le rendu et le contraste que je voulais à l'image sans avoir à me tracasser d'avoir une installation dans le champ parce que, comme tu l'as vu, la caméra parfois se retourne complètement à plusieurs endroits dans le film. Après, il y a quand même quelques HMI sur le balcon, mais qui donnent toujours en indirect sur des toiles pendues à l'extérieur ou sur le plafond du balcon d'en haut. Mais oui, et l'absence de lampes, tu parles de lampes déco praticables dans le décor, tu veux dire? Oui, c'est ça. Ouais. Oui, mais ça c'est pour le coup, je pense, c'était une envie de Mohamed et c'est assez culturel. C'est-à-dire que là-bas, ça n'est pas du tout dans l'usage des gens, ou très peu. Et je m'en suis rendu compte déjà sur le film précédent avec lui, où j'ai commencé à dire, mais est-ce que là, on pourrait pas mettre une petite lampe pour avoir une touche de chaleur, etc. Et puis il m'a répondu en riant, mais non, ici, c'est pas comme ça, hein. On va pas mettre cette lampe. Je suis ah bon, ok, d'accord. Et puis j'ai compris que dans les intérieurs de familles modestes, là, c'est pas du tout quelque chose qu'on met voilà, pour rendre le salon un peu joli ou douillet ou pas du tout. Ça se fait très peu et c'est quelque chose qui le gêne toujours. Il y a dans la chambre à coucher des appliques au mur qui ont été une petite discussion à un moment donné et il a accepté qu'elles y soient parce qu'en fait dans le décor il y avait des sorties électriques à cet endroit-là et donc ça lui a prouvé que finalement dans cet appartement il y en avait mais sinon non il n'y en a pas et c'est une de ses volontés et pour rester le plus cohérent possible avec la normalité des gens il voulait que cette histoire s'ancre dans un quotidien très normal en fait voilà que ça touche un maximum de gens que ce soit en tout cas ancré dans le quotidien d'un maximum de gens qui n'ont pas de genre de petites lampes. Quoi. Okay. Voilà. Oui, désolée, j'avais pas dit que le film dont c'était mon cher enfant, le film dont je parlais. Je crois que je vois dans la conversation que c'était
sur le côté, enfin, voilà, que je l'avais pas mentionné au tout début de ma question. Et juste une deuxième question que je voudrais poser, c'était approfondir ton idée de rechercher toujours à comprendre bien, à rentrer dans la tête du réalisateur un peu au maximum en préparation et même les premiers jours du film. Et je voulais savoir si tu avais des systèmes que que tu aimais bien, toi, que tu voyais peut-être qui fonctionnaient mieux. Est-ce que tu vois qu'un échange d'images en règle générale ou de films qui ont peut-être rien à voir ou à voir fonctionnent ou pas, où il faut mieux avoir des mots, où ça change à chaque fois. Enfin voilà, je voulais savoir si tu avais quelque chose que tu préférais. Ça change. Moi, je préfère rien. Enfin, je préfère pas rien. Je n'ai pas d'échange. Un réalisateur va te parler de son film et de l'image qu'il veut tout à fait différemment d'un autre. En tout cas, moi, ça a toujours été assez différent là-dessus. Il y en a qui me parlent de films qu'ils ont vus, de travail d'autres chefs opérateurs qui te citent et tu regardes et tu essaies de comprendre pourquoi il aime ça pour ce film-là et tu dis ok, voilà. Donc ça, c'est plutôt sur base d'une filmographie choisie. D'autres te montrent effectivement des photos ou te demandent un échange sur deux, trois principes esthétiques, sur des supports, même parfois de peinture. J'ai déjà eu le cas aussi. Voilà, ça fonctionne. Et dans le cas de Mohamed, on ne parle que de l'histoire. On ne parle que de l'histoire. Et au début, il me cite des films qu'il a aimés. Et je me rends compte que c'est pas forcément pour l'image, mais que c'est pour d'autres choses. C'est vraiment un réalisateur, pour le coup, qui est attaché à l'histoire, effectivement à l'image aussi, mais elle se construit de manière très périphérique, quoi, par rapport à tout un tas de choses autour. Et avec le temps. Ouais. Merci. Et avec le réalisateur Seguela, avec qui tu as fait 2 comédies, comment ça se passe, les références oui, comment est-ce qu'il y a une demande particulière de lui, ou bien est-ce qu'au contraire, il te laisse très libre Non, il est très attaché à l'image qu'il veut et il découpe beaucoup, il cherche beaucoup des endroits où mettre la caméra, il cherche beaucoup de cadres lui-même, il partage énormément la réflexion de découpage avec moi et c'est lui, entre autres, qui me cite des chefs opérateurs, des films que je regarde à la maison, genre je lui en reparle après. Beaucoup, pas forcément de comédie, mais après, c'est des comédies qu'on fait avec lui. Mais oui, avec lui, c'est souvent des références cinématographiques et de chefs opérateurs. Voilà. Et puis après, de direction assez compréhensible où il me dit voilà, pour Docteur, il voulait que ce soit très chaud, il voulait toujours du rouge dans les peaux. Il dit moi, j'aime pas les films froids, les films avec peu de contraste. Je veux que ce soit brillant, je veux que ce soit chaud, je veux voir mes comédiens, c'est une comédie, je veux que ça fasse plaisir. Enfin, il dit comme ça tout un tas de choses et puis tu construis toi une image qui se cadre à ça. Pour Docteur, c'était le conflit entre cette envie-là et un Paris de nuit en dehors des fêtes qui du coup est moins chaud, moins brillant. Donc là, il faut trouver d'autres subterfuges et un choix de caméra approprié. Mais au final, voilà, il est très content. Et puis, on construit le film comme ça, oui, sur des envies, des références, des tons. Et voilà. Et le précédent, c'était aussi comme ça. Il voulait toujours de la chaleur, beaucoup de chaleur. Il aime beaucoup les films chauds. Voilà, des peaux qui virent pas dans le gris et dans le vert. Voilà. C'est pour ça que tu as pris l'option sur Docteur, là, que pas toutes, mais que beaucoup de rues de nuit, quand ils sont dans la rue, ce soit un effet sodium, entre guillemets, quoi. Oui, et c'est même pas moi qui l'ai choisi, c'est lui. Comme il connaît très bien, il habite Paris, donc moi j'habite Bruxelles, et même si on y va de temps en temps pour bosser, je le connais bien moins que lui. Donc lui avait de toute façon effectivement choisi tout un tas de rues qui lui plaisaient dans ses couleurs sodium, et c'est quelque chose qui le rend très triste, c'est que maintenant
je pense, suite aux décisions d'Hidalgo, ils sont en train de foutre des LED partout dans Paris, donc il est très malheureux de ça. Oui. Il va perdre le côté chatoyant, orangé de ces nuits parisiennes. Je pense que Et, ouais. alors, enfin, c'est un peu technique, mais comme question, mais et du coup, comment tu as géré ça avec quelle caméra, etc. Parce qu'on sait que c'est un peu particulier quand même la lumière sodium qui est monochromatique, comme on dit. Oui, ben écoute, moi j'avais fait dans les premiers longs métrages que j'avais fait un film qui s'appelle Préjudice. C'était le premier long métrage d'un gars qui s'appelle Antoine Kuipers. Et c'était un petit budget correct, mais petit. Et pour le choix de la caméra, je me souviens que c'était difficile. Il en fallait parfois deux des caméras, etc. Et Louis-Philippe m'avait convaincu chez Highlight de travailler avec la Sony, comment s'appelait-elle, la F35, non? F55, non? Non, celle avec le shutter mécanique, là. Ah oui, 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 ouais, je sais plus comment. Ouais. Voilà, celle-là. C'est où on pouvait débrayer le shutter, quoi. On pouvait, oui. Alors, tu pouvais avoir un miroir et qui rendait d'ailleurs effectivement le shutter et les mouvements assez jolis, etc. Et moi qui avait eu dans le passé une Sony, j'étais assez à l'aise avec les Sony et donc j'ai dit ok, je veux bien la prendre. Et au final, elle m'avait beaucoup plu dans son rendu des couleurs. Je me sentais assez à l'aise dans son rendu des couleurs. Et là, quand il a fallu partir sur Docteur, j'étais assez attentif à la sortie de la Venice. Et donc, j'ai fait des essais en Venice. J'ai vu aussi qu'elle avait un mode ISO à 2500 ISO. Donc, c'était un mode de base assez sensible que je trouvais intéressant. Comme tout était de nuit dans Paris, je me dis, voilà, ça va me permettre déjà de ne pas trop éclairer les fonds et les décors et de me concentrer sur l'action. Et, et j'ai fait des essais et j'étais assez content. Et donc je me suis dit, voilà, je vais prendre ça. Je vais prendre cette caméra-là. Et effectivement, dans les fonds, etc., dans le sodium, bah voilà, j'ai laissé vivre le décor, mais c'est jamais complètement sodium. Hein. Tu as toujours tout un tas d'autres sources qui viennent se mélanger à ça, les phares des voitures, les feux de signalisation, le métro. Enfin voilà, il y a tout ça qui se mélange. Et c'était assez... il y a une séquence qui pour moi est un peu monochrome dans le film et ça je n'ai pas vraiment eu le choix parce que les murs étaient crème comme souvent dans Paris plus le sodium. Là c'était un bain assez difficile. Tu as vu le film en entier ou pas? Non, j'ai vu la bande-annonce. Ouais. Ah, bon, c'est pas dans la bande-annonce, mais il y a une séquence qui est un peu trop comme ça, mais au final ça sortait de manière tout à fait correcte. Voilà. Et sur la face, je rajoutais des sources à moi qui copiait, qui imitaient un peu le sodium, mais qui amenait un peu plus de richesse spectrale sur les peaux, etc. Oui. Voilà. Bien. Mathéo voudrait parler. Mathéo, il a demandé de parler. Vas-y, Mathéo. Ouais, et tout à l'heure, tu parlais d'une anecdote sur les films Mon cher enfant, quand tu racontais les praticables et tout ça. Et moi, j'avais une question par rapport quand tu vas travailler à l'étranger sur un film dont l'histoire est très attachée à la culture. À quel point tu penses que c'est important de comprendre la culture dans laquelle tu vas travailler, le pays. Et ça revient aussi vers l'équipe. Comment tu choisis ton équipe? Est-ce que c'est important de travailler avec des locaux ou pas? Oui, souvent tu n'as pas le choix. Souvent, tu n'as pas le choix, mais dans le cas de la Tunisie, par exemple, c'est important de comprendre un minimum la culture parce que, par exemple, mais c'était pas sur Mon cher enfant, c'était sur l'autre, sur Eddie. On a fini le tournage en plein Ramadan, donc là, tu sais qu'ils mangent pas, qu'ils boivent pas toute la journée, donc tu sais que tu dois y aller un peu mollo avec une équipe qui souffre en journée. Mais c'est surtout que dans ces films-là, c'est important de la comprendre et de voir comment s'apparente le quotidien des gens, qui n'est finalement pas très différent d'une autre, mais pour comprendre le film, encore une fois. Parce que pour Mohamed, c'est toujours ancré dans un contexte voilà, socioculturel bien précis qui est celui-là, mais qui finalement s'avère être relativement universel. Mais c'est important de comprendre ça pour comprendre le film qu'on fait avec lui. Je pense que après, quand tu tournes je suis parti faire un film en Éthiopie où là, c'était
c'était aussi important parce que tout était sur des gestes assez traditionnels, etc. Mais c'était plus pour le contenu. Mais oui, oui, c'est important, oui. Mais est-ce que tu penses qu'on filme différemment quand on comprend la culture? Je veux dire, si tu passes un mois avant le tournage et que tu commences à bien comprendre la culture, est-ce que tu penses que tu filmes différemment? Mieux, tu Juste filmes pour que tu mieux. saches, Frédéric, Matteo est au Mexique. C'est un étudiant mexicain de l'INSAS et il est là, comme tu le vois, il est au Mexique. Comme tu le vois, mon mur blanc mexicain. Beau, magnifique. Il est quelle heure là du coup? Il est 10 heures. Pas mal. T'es au café quoi. Bon ben oui. Bah ouais. Super. Non mais oui, donc je sais plus ce qu'il fallait dire du coup avec ça moi. Non, si la culture, quelle est l'importance de la culture quoi, pour nous opérateurs quand on va faire des tournages comme ça à l'étranger? Est-ce qu'il faut s'imprégner complètement de la culture ou au contraire pas Bah, je pense si on fait ce métier, c'est qu'on est des gens curieux. Et donc, à partir du moment où tu es curieux, tu arrives quelque part, tu t'emprunts de ce qui t'entoure malgré toi parce que ça te plaît, parce que on est de nature à vouloir comprendre les choses, bien les vivre. Et puis, c'est comme ça que tu arrives à avoir aussi un esprit d'équipe avec les gens avec qui tu travailles. Enfin, je ne considère pas l'équipe tunisienne comme l'équipe tunisienne. Je la considère comme mon équipe quand je vais là-bas, en fait. Et ça, c'est à force de passer du temps avec eux, de les écouter faire des blagues en arabe, d'essayer de comprendre leurs petites phrases, leurs trucs, et de petit à petit se lier d'amitié finalement avec ces gens et que le rapport humain soit bon. Et ça, tu ne peux pas le faire si tu n'as pas un minimum de curiosité, de perméabilité effectivement à leur langue, leur culture, oui, ce genre de choses. Et plus tu passes du temps sur place, plus tu comprends leur manière de parler, de faire les choses, leurs gestes. Et effectivement, ça va faciliter le travail d'opérateur après quand un film s'y inscrit. Et dernière question, est-ce que tu penses que tu as des cas quand toi, en tant qu'étranger, ton point de vue différent sur une culture, ça a apporté quelque chose? Et s'il y a eu des cas où justement tu sentais que tu avais une sorte de faiblesse par rapport à ça parce que tu ne fais pas partie d'une culture que tu es en train de filmer, je ne sais pas si tu as des anecdotes comme ça à raconter. Euh, Mais comme ce qui importe pour moi, et je pense pour presque tout le monde, c'est ta collaboration avec le réalisateur. Pour moi, ta question, elle se dit, elle est plutôt attachée sur des incompréhensions que j'aurais pu avoir avec le réalisateur. C'est-à-dire que c'est ne pas avoir, encore une fois, c'est ne pas avoir compris le film ou ses intentions. Et donc, c'est ça, c'est se dire, voilà, c'est en fait démarrer une séquence en appliquant uniquement le scénario sans en avoir compris l'importance, pourquoi elle était écrite, cette séquence. Et donc ça, c'est effectivement en y passant du temps, en comprenant. C'est un petit peu plus marquant dans Eddie parce que là, c'est quand même un film sur la confrontation entre un monde traditionnel et qui se confronte à la modernité, au modernisme. Donc voilà, c'est ça. C'est après le printemps arabe, c'est un peu la libération d'un jeune homme qui se dit merde pour son mariage traditionnel et qui veut foutre le camp avec une jeune animatrice de vacances. Et donc sur ce film-là, c'était important de comprendre un peu les différents rites, etc., de comprendre pourquoi ils ont lieu, quand, et donc tu comprends par là le sentiment que le réalisateur veut mettre à travers une réunion d'hommes devant chez la mariée et vice-versa, et de se dire, voilà, à ce moment-là, c'est l'angoisse pour lui, c'est quoi, c'est ça, l'importance du frère, etc. Ça, c'est effectivement très culturel, et si tu ne le comprends pas, tu peux facilement rater en fait ton travail, mais c'est pas le rater de manière visible, en fait, c'est de passer à côté de quelque chose dont tu ignores l'existence parce que tu ne l'auras pas fait. Voilà. Mais si je ne me trompe, Mathéo, c'est un peu de ce dont parlait Frédéric. Je pense que c'est ce travail-là qu'il fait en préparation, de bien tout comprendre, comme il disait, de comprendre le scénario. C'est justement de comprendre ces choses-là. C'est de comprendre pourquoi cette scène-là, dans ce pays-là, représente ça. Oui, C'est bien ça. sûr. Après, je me disais justement le fait d'arriver dans une culture que tu connais pas, parfois ça peut amener un regard frais, différent sur quelque chose que les gens qui habitent dans ce pays voient plus
Je sais pas, moi, ça m'arrive à chaque fois. Je reviens ici, je passe un an en Belgique, j'y reviens, je vois des choses que je ne voyais pas quand j'étais ici. Ça donne une espèce de recul différent. Et je pense que ça influencie un peu la façon de filmer. Le fait que je sois belge en Tunisie, tu veux dire? C'est-à-dire, enfin, dans ce Ouais, cas-là, en ouais, tout ouais. cas. Le C'est décalage, quoi. Oui, peut-être, peut-être. Mais alors, c'est malgré moi, quoi. Parce que quand j'arrive là, j'ai l'impression de devoir faire mon travail comme je le ferais ici, c'est-à-dire, encore une fois, bien comprendre le film que je fais. Et peut-être que mon incompréhension de certaines choses ou mon délai de compréhension de certaines dimensions plus culturelles vont peut-être effectivement apporter des choses dans le film parce que le réalisateur s'en amuse et se dit ah bah tiens voilà ça on va l'utiliser comme ça ou mais c'est malgré moi je pense. Je n'ai pas l'impression d'amener quelque chose en étant belge dans le sud quoi. Voilà. Mais, et comment tu fais avec la langue, Frédéric? Ah bah, au début je faisais pas du tout donc heureusement dans le cas de la Tunisie ils sont francophones, bilingues francophone arabe pour la grande majorité des gens donc ça c'est facile c'est eux qui font l'effort. Et après, forcément, ils parlent entre eux en arabe et donc tu entends des répétitions de sons et de mots, tu te renseignes, tu sais ce que ça veut dire et tu commences à finalement comprendre un petit peu. Après, le parler, c'est encore autre chose, mais tu commences à le comprendre un petit peu. Et puis le deuxième film, tu commences à intégrer des petites choses et tu te prends en jeu à leur dire un peu plus à gauche, un peu plus à droite, tout ça dans la langue locale et ça les amuse parce que tu as un accent et puis petit à petit, tu t'y fais. Et pour le film, chez les personnages, là, c'est plus dur parce que quand tu filmes les gens, heureusement, dans le cas de Mohamed, c'est pas les dialogues qu'on filme, quoi, parce que là, je serais quand même très embêté. Après, dans le cadre de Mon cher enfant, c'était c'était quand même important parce qu'il y avait des mouvements que je devais faire et que je devais quand même un tout petit peu anticiper et que je pouvais anticiper en comprenant ce qu'il disait. Et donc, je me souviens à un moment donné, Mohamed me répétait la phrase en arabe en mettant des accents toniques très forts. Il me dit quand tu entends ça, tu sais que c'est ça. Il m'a fait s'arracher les cheveux parce que dans leur flux de paroles et leur manière différente de parler de lui, je ne l'entendais jamais. Quoi. Mais puis au final, oui, tu as l'acteur qui s'en mêle, qui dit bah, quand je dis ça, tu fais ça, tu essaies de repérer le mot et puis tu dis ah oui, voilà. Donc c'est quand il dit ça qu'il va vers la table. Et donc voilà. Et, mais c'est au final, tu deviens de plus en plus sensible au son. Donc forcément, le dernier jour de tournage, ils n'ont plus à faire les singes pour que tu comprennes ce qu'ils disent. Tu le comprends, ça devient un peu plus instinctif. Quoi. Mais au début, oui, c'est galère quand même. Ouais. Ouais. Parce que tu reçois le scénario en français, c'est ça qui est troublant. Tu le lis en français et puis tu arrives sur place, même les scénarios de travail qui traînent sur place sont en français, mais ils sont annotés au crayon en arabe ou parfois retranscrits. Il y en a qui traînent en arabe et puis tout se fait en arabe. Donc tu dois pouvoir faire la petite traduction dans ta tête de ce qui va se jouer, et de qui parle quand. Et alors là, il y a moyen de remettre quand même le sens de ce qu'ils disent dans l'ordre des phrases. Quoi. Ouais. Ah. Julien? Oui, moi j'avais une petite constatation, enfin c'est plus une constatation qu'une question, mais dis-moi si je me trompe un peu. Ce que je trouvais intéressant justement dans Hedis, c'est que comme on est en Tunisie, j'ai l'impression qu'on aurait tendance à vouloir réchauffer justement l'image et tout, et j'ai trouvé que c'était une image assez blanche, même voire froide, et même avec ça, je trouve qu'on sentait bien toute la chaleur de l'endroit où on était, mais sans devoir à l'étalonnage ou je ne sais où. Devoir accentuer enfin, je sais pas moi, les teintes chaudes ou quoi que ce soit. Et donc, je trouvais qu'on suait quand même dans le film, qu'on avait bien la représentation de la chaleur, en ayant cette image justement blanche, même voire froide. Quoi. Peut-être en jouant sur la surexposition ou quoi, mais enfin, en tout Oui, cas, c'est ce que j'avais comme ressenti. Quoi. oui, mais c'est ça, c'est ça. On a joué assez souvent sur le contrôle du haut de la courbe, etc., que ce soit parfois assez éblouissant. Et puis j'avais une série Coupe Pancro qui était qui malgré tout était très diffuse. Alors elle n'était pas diffuse dans toutes les focales de la même manière, donc j'avais une petite série de filtres que je mettais sur certaines focales, mais pas toutes.
pour avoir ce côté diffusant. Et en fait, la diffusion rendait les hautes lumières un peu éclatantes et ça renforçait ce côté un peu solaire sans tomber dans une chaleur un peu trop cliché. Et les murs de l'hôtel étaient aussi assez crème, etc. Donc, jouer avec la chaleur, ça devenait très dangereux là, sur place. Donc oui, oui, on est resté assez froid, mais en explosant un peu les hautes pour avoir un sentiment estival. Oui. Est-ce qu'à l'étalonnage, le réalisateur était présent ou tu étais seul avec l'étalonneur pour les films de Mohamed? Heureuse. Comment tu sais que c'est une étalonneuse? Ben, le premier film de Mohamed, c'était un étalonneur au début, puis on a changé. Et c'est devenu une étalonneuse qui a fait le film en 6 jours, donc ça a été assez vite. Et puis on a retravaillé avec elle, Raphaël, pour le second. Et Mohamed est avec nous. Mais parfois il devait s'absenter parce qu'il y avait, je pense, soit le mix en même temps ou du montage son, je ne sais plus très bien quoi, mais il devait partager. Ça arrive souvent, hein, le réalisateur doit partager sa présence entre l'étalonnage et d'autres phases de post-production. Donc voilà, mais souvent ils sont là. Ils sont là et ils veillent au grain. Ouais, parce que toi, tu aurais peut-être un regard trop orientaliste sur ces pays-là aussi, non? Non, il vient par plaisir aussi, parce qu'on choisit des choses et pour qu'on voit bien les choses. Souvent, ils ont peur qu'on fasse les images trop sombres. Et donc, ils sont là pour être sûr qu'on voit bien, quoi. Voilà. Puis dès qu'ils partent, on rassombrit tout. Puis après, quand ils reviennent, on rééclaircit tout. Non, non, et puis ils viennent parce que dans le cas de Mohamed, il fait le voyage jusqu'ici, donc on apprécie de se voir, et donc c'est toujours des moments chouettes de travailler ensemble. Donc il vient aussi voilà, pour voir comment ça se passe, si ça se passe bien, pour être dans le dialogue avec les talonneuses, avec nous. Et généralement, on est toujours dans le bon, donc tout va bien. Mais voilà, et puis c'est leur film, hein, ils suivent les choses jusqu'à la fin. Et Tristan, on en parlait tout à l'heure, il est très souvent là, l'étalonnage quand il peut, parce que c'est une phase qu'il aime beaucoup, parce qu'on retouche à l'image, on rezoome, il fait même des changements de montage image dans la machine d'étalonnage, qui l'envoie après au montage son pour corriger. Il peaufine son film jusqu'à la dernière seconde, en salle d'étalonnage. Voilà. Ouais, chaque réal a son approche différente. Hein. Préjudice, il a un truc intéressant là, parce qu'il se passe vraiment sur une journée, si j'ai bien compris. Quoi, Oui, 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 oui. Oui, oui, ça c'était difficile d'ailleurs, hein, parce que forcément, sur 8 semaines, raconter une journée entière qui a toujours un rapport avec l'extérieur, en tout cas beaucoup, ouais. C'était un peu un challenge, parce que forcément, en 8 semaines, surtout, je pense qu'on était fin août, début septembre, ça devait être là, à la météo et à la gueule des extérieurs, c'était pas du tout dans une continuité de 12 heures. Donc oui, ça c'était très très difficile. Ouais. Oui, mais oui, j'ai fait des trucs plus polars comme ça. En fait, c'est les opportunités. On te propose le film, c'est un scénario qui te parle. Tu dis, ah bah oui, je vais tenter le coup, ça a l'air chouette. C'est des réalisateurs qui ont l'air intéressants, t'en apprends toujours. Tu t'essayes à d'autres genres. Oui, 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 oui. Et ce sont, en tout cas, pour la plupart, ce sont des films que j'ai vraiment aimé faire. Oui, tout à fait. Oui, mais si tu les regardes, je ne pense pas que, en tout cas j'espère, parce que ça n'a pas non plus été la demande des réalisateurs de faire ça, je n'ai pas été dans une esthétique très polar. Quoi. Je ne voulais pas qu'on soit... alors Préjudice est un petit peu plus looké que les autres, Ouais. mais, mais parce qu'Antoine, le réalisateur, est très demandeur de ça. Et que ça lui plaît, et qu'on a aussi été confronté à un étalonneur en Hollande avec qui c'était très compliqué. Donc, au final, le look du film est un peu un rattrapage de quelque chose qui partait très mal. Mais, mais pour les autres, non. Et par exemple, pour Paul Sanchez est revenu de Patricia Mazui, il fallait que ce soit le plus réaliste possible. Et comme c'était un peu quelque chose qui partait d'un fait divers, il y a un petit côté sur les plans du début, ceux du générique début, un petit côté un peu France 3 régions comme ça. Il fallait que ça fasse un peu le Var hors saison, euh, avec un petit fait divers. Il fallait que se déploie un peu une feuille de chou locale, quoi. Voilà, c'était un peu ça l'idée, en suivant une brigade de gendarmerie et ces personnages assez complexes et bien fichus, je trouve, à l'écriture.
Oui. Mais donc le look n'est pas très polar et c'est volontaire. Je l'espère que, en tout cas, ça ne l'est pas. Je pense pas. Comment ça s'est passé avec Nathalie Baye? Ah, bah écoute, ça s'est passé super bien parce que c'est une femme qui prend énormément de risques aussi dans sa carrière, de faire des premiers films comme ça, un peu financés en Belgique. Déjà, le choix pour elle d'accepter de faire ce film était, je trouve, courageux de sa part et, et- et elle a eu un peu cette attitude très positive, très meneuse aussi en termes d'énergie. Elle avait une très belle énergie. Elle emmenait un peu tout le casting avec elle et forcément avec Antoine qui menait très bien aussi toute l'équipe technique avec lui dans une ambiance assez positive. Elle a été super. Au début, euh, il y avait forcément des inquiétudes puisque moi je venais de nulle part. Elle se dit c'est qui ce jeune mec qui va m'éclairer? Et donc j'avais entendu que l'agent disait oui, il faudrait peut-être faire des essais, etc. Et donc moi j'étais la voir dans sa loge et on en a discuté tout à fait. J'ai dit écoute voilà, moi j'ai besoin qu'on se fasse confiance, sinon ça va pas aller. Et puis elle me dit mais oui, bien sûr. Moi je veux juste qu'on évite mon trois quarts gauche, je crois, qui était un profil qui lui elle est un peu moins à l'aise avec ce trois quarts profil là. Et on a respecté ça tant qu'on pouvait, mais c'était autant avec Antoine qu'avec moi, parce que c'est une question finalement de position de caméra. Et si tu as vu le film, c'est un repas de famille. Donc quand on est à 8 autour d'une table, si tu veux respecter les axes de discussion, à un moment donné, il fallait qu'on la filme sur son mauvais profil. Et donc on a dû le faire, mais on a essayé de justement replacer les gens autour de la table en ayant cette contrainte-là en tête. Et le fait d'avoir Nathalie Baye, est-ce que ça t'a imposé un look pour les scènes lié à la façon dont tu devais l'éclairer elle? Alors, ça n'a pas imposé le look, mais j'avais toujours des petites choses en plus pour elle. Donc, si tu regardes le film sur les plans à table, comme on était à 2 caméras autour d'une table, j'avais fait faire par la déco des luminaires qui pendent au-dessus. On avait mis des ampoules assez puissantes à l'intérieur en blanc froid. Je pense qu'on était à 4005, autour de 4005 Kelvin dans ces lampes. Et j'avais découpé un disque de d'éperon qui bouchait la découverte sous la lampe. Donc on avait un abat-jour un peu translucide, le d'éperon en bas. Et donc on avait une douche assez soft sur la table, mais qui sur Nathalie et sur Nathalie était forcément une lumière du haut sur son visage. C'était pas ce qu'il y avait de plus valorisant. Et donc dès qu'on la filmait elle, bah, j'avais un petit filtre qui diffusait un tout petit peu. Et sous les nappes ou planqué derrière une bouteille de vin, j'avais une petite face LED que j'arrivais à cacher et qui rééclairait son visage dans les ombres, en fait. Voilà, et qui adoucissait un peu le rendu sur elle. Voilà. Mais il fallait pas faire grand-chose parce que c'est une assez belle femme, hein. Tout à fait, tout à fait. Mais oui, mais c'est un peu toujours le problème qu'on a d'ailleurs hein, avec enfin, quand on a pas cette contrainte, mais quand on a ce genre de personnes qui nécessitent un peu plus d'attention, c'est qu'évidemment les scènes de repas, le plus facile, c'est de respecter cette espèce de top light qu'on arrive à bien maîtriser parce qu'on arrive à noircir les murs, etc., etc., mais qui leur vont pas du tout en fait, hein. Donc c'est Oui. toujours un peu ménager la chèvre et le chou, quoi, hein. Ben c'est ça, c'est ça. Et en fait, pour tout le monde, ça fonctionnait relativement bien. Et puis, mais même sur elle, ça fonctionnait bien, mais c'était histoire que tout le monde s'y retrouve et finalement aussi, je crois que c'est un petit accord tacite et même muet, même pas verbalisé entre nous. C'est-à-dire que le fait qu'elle nous dise qu'il y a un profil qu'elle n'aime pas, et c'est compréhensible. Elle fait attention à son image, elle a bien raison. Ça fait partie de son métier. Je pense qu'il y a 2, 3 petites actions qu'on fait qui vont dans ce sens-là, qui la mettent en fait à l'aise et en confiance et qui fait qu'elle peut être tout à fait libre après d'interpréter son rôle et d'être à fond dans la mise en scène sans être perturbée par une maladresse de l'équipe technique qui pourrait être une lumière qu'elle sent être disgracieuse sur elle et qui ne l'est peut-être pas forcément, mais qui la met mal à l'aise. Et donc le fait de travailler autour d'elle et de faire un peu de travail comme ça qui la rassure et qui la rend effectivement encore un peu plus belle, tant mieux. Voilà, ça fait aussi du bien au film et ça permet à tout le monde de travailler correctement, quoi.
Voilà. Mais moi, si je peux me permettre, est-ce que tu n'as pas l'impression que ça engendre une sorte de cercle vicieux, en fait, de toujours filmer finalement différemment des femmes âgées, quoi, et Mais c'est pas d'être toujours en toujours. recherche de cette photogénie, quoi. C'est pas toujours, hein. C'est pas toujours. C'est dans ce cas-ci, ça l'a été parce que c'était une demande sous-entendue de sa part, et puis c'est un contrat signé. Enfin, quand on travaille avec une actrice comme ça, et qu'on a ce genre de petit accordement de violon au début, alors que c'est très bref, mais que ça se fait malgré tout en toute sympathie, c'est quelque chose qui, s'in- qui, qui s'inscrit dans le cadre de ce tournage-là en particulier, et qui, malgré tout, je trouve, aide le film avec cette mère qui est assez autoritaire, mais qui a une aura, du charisme, etc. Et dans ce cas-là, ça vient aussi du côté casting et du côté technique et du côté production et du côté image. C'est vraiment quelque chose qu'on ne dit pas, mais qui se fait, et puis parce que c'est comme ça que ça s'installe par la force des choses. Après, j'ai fait un autre film avec des actrices, une actrice plus âgée, encore plus âgée que Nathalie, et je n'ai pas du tout fait quelque chose de particulier pour la sublimer. Elle faisait une thérapeute dans un salon. On arrive à l'épaule dedans, c'est pas suréclairé, c'est elle, voilà, c'est elle, on la filme comme elle est là, et c'était très bien. Et il y a des films où c'est comme ça, des films où tu sens qu'on te demande de faire attention à certaines choses, et où on ne te le demande pas, on te le fait comprendre, et tu dois le faire parce que c'est pas non plus à l'encontre du film, et que justement ça rend les choses possibles et courtoises, et puis tout se passe bien. Et ça se voit pas en fait. Ça vient rarement de nous, Mathilde. Exact. Bizarrement, ça vient rarement de nous, en fait. C'est rarement les enfin, je dis pas qu'il y a des opérateurs qui aiment bien rendre les gens beaux en règle générale, mais c'est rarement, souvent, en tout cas, par exemple, dans le cas de Nathalie Baye, sûrement, dans le cas d'autres comédiennes, c'est des demandes qui viennent d'eux. Ah oui, bien sûr, mais j'accuse personne, hein. Je Non, demande non, bien sûr. si vous, en tant que chef opérateur, c'est quelque chose que vous conscientisez. Est-ce que vous C'est des négociations. regrettez ou pas, ou c'est juste C'est complètement... comme Fred vient de le dire, c'est des négociations. Enfin, c'est des négociations, c'est pas des négociations. Non. C'est exactement ce qu'a dit Fred. Il faut qu'on ait la confiance de cette personne pour pouvoir essayer de l'amener peut-être quelque part où on aura envie de l'amener, qui serait peut-être un tout petit peu ailleurs de ce qu'elle voudrait. Tu vois, par exemple, en effet, comme dit Fred, elle demande trois quarts gauche ou droite. Bah, il sait très bien, Fred, elle sait d'ailleurs aussi très bien qu'il y a des séquences à table qui vont être tournées sur 4-5 jours et qu'on ne va pas pouvoir tout le temps tourner ça. Donc voilà, il faut, tu vois, on s'amadoue. Et après, Mathilde, il y a un truc aussi très particulier, c'est que, alors je ne sais pas si c'est le cas de Nathalie Baye, moi j'ai fait plusieurs films avec Isabelle Huppert. Dans son contrat, il est marqué qu'il y a certains plans que la Ouais, production. c'est ce que j'allais demander justement pour Nathalie Baye, si dans le contrat, il y avait Pas, en fait, quelque chose. moi, je leur avais expliqué que j'avais eu avec Isabelle Huppert que dans son contrat, il est marqué que la production doit provisionner un certain nombre de plans travaillés en effets spéciaux, quoi. Ouais. Ouais, alors avec Nathalie, je ne pense pas que c'était le cas parce qu'on n'en a pas fait. Et j'ai fait une comédie l'année dernière, ou il y a un peu plus longtemps, je sais plus, non, oui, c'était il y a 2 ans, avec, comment s'appelle-t-elle, Michel Larocque. Et je pense qu'il n'y avait pas non plus il n'y avait pas de contrat qui demandait ça, mais à l'étalonnage, on avait, je pense, une dizaine de plans sur lesquels on a dû retravailler des détails au niveau du décolleté, du cou, etc. Il faut faire un petit travail esthétisant à certains endroits. Et ça, voilà, c'est comme ça. Mm. Voilà. Mais tu le fais volontiers, sans aller trop loin, parce que moi j'aime malgré tout les visages, les peaux qui vivent, les défauts. Enfin, je trouve ça très beau, hein, mais tu dois parfois mettre de l'eau dans ton vin, et puis faire un petit travail qui plaît à tout le monde,
parce que tu t'es inscrit dans une industrie finalement. Et donc, si tu vexes personne, même esthétiquement, et c'est même pas qu'à l'image, c'est un peu dans les rapports, même avec la mise en scène, et que tu montres cette personne, après on compte sur elle pour faire une promo, pour accompagner un peu le film. C'est des choses importantes en fait que tu dois garder. Faut que tout le monde se sente bien jusqu'au bout pour la vie du film aussi, et pas que pour l'image, et pas que pour le jeu. Et que c'est un ensemble en fait. Voilà. Et alors, juste pour rester sur Préjudice, par rapport au décor, est-ce que tu as participé à la recherche de la maison? Est-ce que tu as eu ton mot à dire ou elle était trouvée et tu as fait Non, avec? elle était trouvée. Elle était trouvée, mais j'ai tout de suite été en confiance sur Préjudice, sur les décors, parce que les deux chefs décorateurs sont des gens que je connais bien et qui ont beaucoup de goût. Et donc, quand j'ai su qu'avec Antoine, ils s'étaient mis d'accord sur le choix de la maison, j'ai pas du tout remis ça en question, pas du tout. On a par contre, avec eux, après, choisi ensemble, avec les chefs déco et avec l'aval d'Antoine, on a décidé de remplacer des revêtements de murs. Par exemple, dans ce salon, ils ont fait quelque chose de très très beau, je trouve. Ils ont fait, je sais plus comment ça s'appelle, ils ont tendu du textile en fait, parce que c'était du papier peint en fibre de verre un peu dégueulasse saumon à la base, et puis ils ont engagé quelqu'un qui a tendu des textiles bleus sur tous les murs. Donc on dirait du papier peint, mais c'est du tissu, donc ça renvoyait il y avait quelque chose de très doux dans la manière dont ça prenait la lumière, les appliques autour, etc. C'était parfait, ça donnait juste le bon contraste autour de la table avec des visages clairs et ce fond un peu doux, froid et plus sombre. Voilà. Et puis ils ont eu comme ça tout un tas de super idées. La cuisine n'est pas une cuisine à la base. Je pense que c'était un salon, une bibliothèque, et donc ils ont dû transformer cet endroit en cuisine parce que ça donnait sur le jardin. Mais ça, c'est sur c'est sur les nécessités scénaristiques. Mais voilà. Et la fenêtre de la chambre du fils, qui est, elle est complètement différente en fait. Oui, mais ça, c'est Et une c'est, annexe. Alors, c'est marrant, c'est un peu comme sur Mon cher enfant, où l'appartement appartenait à des gens qui ont perdu des enfants en Syrie. Dans cette maison, il y a une chambre qui a été construite par après et aménagée pour un enfant qui était un peu bipolaire, et c'était cette chambre-là, avec cette fenêtre-là. oui, c'est ça. Oui, Et elle a donc, bien ouais, pensé. Ça ouais, marche bien. ouais. Voilà. Donc ça existait. Ce qui n'existait pas, en revanche, c'est le trompe-l'œil tyrolien qui fait face à son lit, devant lequel la chanteuse. C'est monté ça dans le film? Je sais même plus. Il y a une Oui, oui, il y a chanteuse de la Tyrol chanteuse qui apparaît. Oui, voilà. qui fait ses trucs, ouais. Ok, merci. On parle de lumière, donc j'en profite pour juste une petite question sur le film Eddie, Eddie, je sais pas comment on français. J'aimerais bien savoir que tu nous parles un peu comment tu as éclairé les nuits ou les scènes d'intérieur dans le noir. Parce que on voit presque pas, mais un peu. Et voilà, j'aimerais bien. Dans Eddie, hein, Ouais, c'était il y a longtemps. Aïe. Comment est-ce qu'on a fait dans Eddie? sur la Alors, plage, par exemple. à la plage, ça c'était un enfer. Alors ça, on est passé par toutes les options possibles. Euh, il était question, moi à un moment donné, je les ai encouragés parce qu'il y avait des grandes piscines dans tous ces hôtels de bord de mer tunisiens. Et je leur ai dit, écoutez, si on joue ça dans le noir total, on peut faire ça dans une piscine avec un beau dégagement et on aura l'impression d'être dans la mer. J'étais certain que ça pouvait marcher. Mais en- encore même sur le second, Mohamed est très attaché au réalisme des scènes ils ont insisté pour que ça se fasse dans la mer en vrai. En fait, je pense que c'est très rassurant pour un metteur en scène d'avoir son résultat final sans étalonnage dans son moniteur. Donc, ça contribue aussi à son appréciation de la scène, de pouvoir se concentrer sur son jeu si tout est déjà là. Donc, on l'a fait finalement dans la vraie mer quand il se baigne et à marée. Il n'y avait pas trop de phénomène de marée là, mais je sais qu'à un moment donné, ils ont pu aller assez loin dans la mer, ils ont monté des tours dans l'eau. Et donc, j'avais deux tours qui du coup faisait. L'une était pour moi, me mettre avec la caméra,
Et l'autre était pour mettre un projecteur pour les attaquer un peu en contre lunaire. Là. Et on filmait idéalement axé vers un retour de crique au loin. On voyait briller les lumières de je ne sais plus quelle ville, Sousse, je crois, au loin. Mais voilà. Mais ça s'est éclairé avec un projo à contre et un électro qui tenait une perche avec une boule pour un peu dégager les visages. À côté de moi, d'ailleurs, si tu regardes, ça bouge tout le temps parce qu'il se fait balloter par les vagues avec sa perche dans l'eau. Mais bon, voilà. Et les comédiens qui dérivent, ils ne sont jamais forcément à l'endroit que tu espères dans l'eau parce qu'ils jouent, ils se rapprochent dangereusement d'une des tours. Donc c'était très compliqué à filmer. Ils ne se rendent pas compte, c'est la nuit, donc eux ne voient pas où ils sont. Donc ils sont là en train de jouer et puis ils partent un petit peu trop loin. Donc on ne sait plus les voir, on recommence. C'était un peu la scène difficile à contrôler, ça. C'était pour les extérieurs, hein, principalement, que tu Oui, demandais. oui, ou la nuit, même la chambre, parce que c'est un peu toujours. Enfin, c'est vraiment du noir que tu assumes de l'obscurité. Mais il y a juste un truc que j'ai pas compris, c'est quand tu dis une tour pour toi, donc toi, tu n'étais pas dans l'eau? C'est pas une tour. Si, mais j'ai pas pied. Ah, À ok. l'endroit, enfin, j'avais pas pied. Si, tu as pied, mais tu as de l'eau qui va jusqu'à ton menton, quoi, jusqu'à tes épaules. Donc, pour le mec qui perche avec la lumière, il a les bras en l'air et sa source en dehors de l'eau, tout va bien. Mais toi, avec une caméra, tu as vite la batterie et le cul de la caméra qui est dans l'eau et tu te fais trop balloter. Donc, il y avait une petite plateforme qu'ils ont mis. Ok, C'est d'accord. un élément de tour de 2 mètres qu'ils ont mis dans le sable, qu'ils ont lesté. Ils ont été enfoncer des pieux pour que ça tienne voilà, dans l'eau, quoi. C'était en fait, c'était plus un challenge de machinerie, cette séquence dans la mer que pour le reste. Et moi, j'ai juste une question par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose que du coup vous prévoyez en termes de logistique, c'est prévu très longtemps à l'avance ou ça se passe comment? Oui, c'est prévu. Donc, les discussions de comment on fait cette séquence est en prépa. Et puis en repérage technique, hein, on dit voilà, on va faire ça comme ça, là. Et puis quelques jours avant, comme on logeait dans l'hôtel dans lequel on tournait, on allait voir avec le chef machiniste quelques jours avant l'endroit exact où on place les tours, quoi. Donc c'est chaque fois des petites préparations en amont. Le gros est dégrossi en prépa et en visite technique. Et puis quelques jours avant, tu retournes voir pour que lui puisse avoir la hauteur exacte. Il veut savoir à quelle distance du rivage on voulait être. Et donc il voulait un peu mesurer la possibilité de mettre des tours, etc. On peut analyser le truc, quoi. Et ça, on fait ça quelques jours avant, 2 jours avant. Voilà. Moi, j'avais l'impression quand tu disais que tu avais proposé dans la piscine et tout, que tout ça était fort en dernière minute. Et du coup, je me suis dit, waouh, comment est-ce qu'ils font pour faire ça? Mais du coup, Ah non, c'était avant. Hein. Ça, c'était avant. Enfin, c'était après mes repérages à moi. En voyant tout ça, il y avait plusieurs possibilités, quoi. Mais tout ça, c'est des discussions qui ont été faites avant. Ouais. ok, merci. Il y a Félix qui pose une question, mais je pense, Félix, que c'est comme que Félix pose la question de savoir, il ne comprend pas l'histoire des tours et que toi, tu es sur la tour, etc. Et je pense que Félix, c'était juste pour remonter Frédéric de façon à ce que, si tu veux, il y ait une sécurité, qu'ils puissent jouer comme ils veulent avec la hauteur, si tu veux, même en se mettant un peu À plus bas. genoux, oui. Mais sinon, tu es sur la pointe des pieds tout le temps et si jamais c'est sur la pointe des pieds, ça ne suffit pas, ben, la vague, elle prend la caméra, enfin, pas elle prend la caméra, mais elle mouille la caméra. Donc, si tu veux, c'est comme si tu avais un cube dans le fond de l'eau, quoi, globalement. Quoi, si tu veux. C'est impraticable. C'est comme impraticable, c'est ça? Oui, C'est ça. C'est ça. Et pour le coup, j'étais avec un Easy Rig pour porter la caméra en déport au-dessus de l'eau. J'étais à genoux sur la plateforme et ça me permettait de pouvoir faire des mouvements gauche-droite sans tomber dans l'eau et sans être gêné par finalement l'inertie de la mer. Parce que si tu es debout dans l'eau avec toute cette masse d'eau autour de toi, tout le monde le sait, tout le monde essaye de marcher dans l'eau, c'est très difficile d'avancer à la vitesse que tu veux. Donc là, ça me permettait d'avoir un peu de souplesse de cadre tout en restant au ras de l'eau malgré tout, sans mettre la caméra en danger et pouvoir être réactif au cadre en étant à genoux là au sec. Voilà. Et par exemple, comment tu trouves, toi, toutes ces solutions? Parce que j'imagine que enfin, tu n'as pas toutes les réponses à ces solutions pour cette scène. Est-ce que tu demandes à des gens qui ont déjà filmé des scènes similaires, enfin, des amis à toi ou des chefs opérateurs ou alors est-ce que tu t'appuies plutôt sur ton équipe qui est là-bas et qui va te conseiller? Je ne sais pas.
C'est un peu mélangé. Là, c'est venu parce que c'est un réflexe que je dois tenir de d'autres expériences sur d'autres projets, quoi. Tout tu te dis, voilà, on est dans l'eau, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on va se mettre comme ça. Moi, je fantasmais la piscine parce que du coup, j'avais vraiment de la longueur pour pouvoir me déplacer, être très souple autour. Et puis, quand il a fallu aller dans la mer, bah, tu te dis, voilà, il faut ramener du sec là-bas, donc on va amener un élément de tour, quoi. Et puis très souvent aussi, tu, tu émets tes doutes et tes questions à voix haute avec ton équipe technique et qui cherche une solution avec toi et tu profites de l'expérience de ton chef machiniste, de ton chef électricien, des gens autour de toi ou qui te voient douter, qui te font des propositions de solutions et puis tu l'analyses et tu dis ah oui c'est une bonne idée mais ça on ne peut pas faire ça parce que moi j'aimerais être plutôt comme ça et puis tu construis la solution avec ton équipe quoi. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir pas anticipé quelque chose et de te retrouver complètement bloqué dans une situation? Enfin, bien sûr qu'elle va être débloquée puisque c'est un tournage, il faut que ça avance, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ouais, c'est difficilement possible de se planter comme ça parce que tu as des lectures, des préparations qui fait que tu as peu de place à l'erreur. En revanche, mais c'est souvent lié à des imprévus où tu veux tourner quelque part, ça marche pas. Donc là, le jour même, tu trouves un décor qui remplace celui que tu ne peux plus avoir. Et dans l'urgence, tu en choisis un autre et tu oublies en extérieur, par exemple, les éphémérides, la position du soleil, et tu te fais un peu baiser à cause de ça, quoi. Mais c'est souvent finalement à cause d'un changement, d'un imprévu, d'un décor qui n'est plus accessible et que dans la course au plan de travail, tu dois trouver une solution rapidement. On t'envoie des photos, tu dis bah oui, tournons là, allez-y, allez bloquer l'endroit, on y va, et en fait, tu es un peu coincé, quoi. Parce que le soleil tape. Je crois que c'est oui, c'est dans Mon cher enfant, j'ai eu le problème, par exemple, dans à un moment donné. Ah, c'est pas Mon cher enfant, pardon. C'est dans Eddie. Il va vendre ses bagnoles, là, hein. Il fait le tour de toutes les. Je sais pas si tu as vu le film, mais il fait le tour de tout un tas de business pour vendre ses voitures. Et il se retrouve chez un mec dans un bureau. Et la fenêtre donne sur une cour avec on voit des clarks où il y a un genre de carrière là. Et en fait, il y a un immense mur qui se prend le soleil, mais à fond, quoi. Tu as ta fenêtre qui explose et toi, tu es avec tes petits light mat à l'intérieur et tu ne sais pas faire grand-chose. Voilà. Et donc voilà, et genre, tu composes, tu essaies de ramener quand même ce que tu peux et puis voilà, tu regardes si dans ton log, tu as de l'info et tu te dis que voilà, tu toucheras à ça en post-prod, quoi. Voilà ce qu'on a fait et au final ça marche, mais il a fallu assumer un contre-jour un peu plus marqué que ce qu'on voulait. Voilà. Et en parlant de, enfin, je saute sur log lutte, parce qu'on n'a pas trop parlé de ça. Est-ce que, comment tu travailles toi avec le système de lutte? Est-ce que tu restes sur des luttes? Est-ce que tu travailles une lutte en préparation ou pas du tout? Ou voilà. Non, globalement non. Globalement, moi, j'utilise la bête Rec 709 pour avoir une image la plus neutre possible sans rien faire. Et puis après, moi, ça me rassure de me dire que l'image que je fais, c'est sur le plateau et pas sur une caméra. C'est-à-dire que la lumière qu'on fait, les teintes qu'on applique, je préfère les faire sur le plateau avec des projecteurs, des choix de couleurs, des choses, voilà, et que ce soit cohérent là. Et puis après, à l'étalonnage, on peut effectivement un peu plus looker l'image, mais en partant d'une base qui, pour moi, est la plus contrôlable possible. J'ai l'impression qu'une lutte dès la caméra, c'est un petit mensonge qu'on te fait. Et donc, quand on est dans le mensonge, on ne sait pas. Donc, moi, ça ne me rassure pas, les luttes un peu travaillées. Ceci dit, il y a des réalisateurs qui veulent tellement un look ou quelque chose qui s'y apparente que tu es encouragé à le faire. Et le film que j'ai tourné l'été dernier, avec Thaïs comme dans l'équipe technique d'ailleurs, là j'ai fait une petite lutte qui refroidissait, qui désaturait certaines couleurs parce que la réalisatrice était très angoissée à l'idée d'avoir des couleurs trop vives à l'image. Or, on était dans une école primaire avec plein d'enfants.
Et donc, je me dis, si dans la figure, les mecs, ils arrivent, et c'est ce qui s'est passé, arrivent avec plein de couleurs, j'ai intérêt déjà à avoir une petite lutte qui désature certaines primaires pour que ça la rassure et gagner du temps sur le remplacement de costumes, etc., quoi. Donc là, je l'ai fait, mais sinon, je ne le fais pas. Je travaille juste avec un rendu 709 et de temps en temps, je vérifie le log pour voir si je ne suis pas dans les choux, quoi. Mais sinon, je travaille avec une lutte de base qui ment le moins possible. Et tu travailles avec des rushs étalonnés, avec le même étalonneur tout le temps, le même labo. Tu fonctionnes par rapport à ça? Non, je suis très, je suis toujours assez ouvert et souple à travailler avec le labo, comme suggère la production. Et généralement, il y a des deals qui sont passés avant que je n'arrive sur le film, donc c'est parfois difficile d'œuvrer. Alors sur des films d'auteur comme celui de Mohamed, là c'est facile parce que Raphaël, qui a repris l'étalonnage du premier, on l'a gardé pour le second parce qu'on en était tous les deux très contents et qu'on s'entendait bien. Et sinon, sur les autres, sur les films de Tristan, ben, Docteur, on l'a fait avec un étalonneur qui avait étalonné son premier film, avec qui il s'entendait bien et dont il était content. Je ne le connaissais pas et ça s'est très bien passé, il est super et je retravaillerai volontiers avec lui. Et le premier film qu'on a fait avec Tristan ensemble, qui n'est pas son premier film à lui, c'était l'étalonneur du labo, et du labo qui s'appelle Le Labo d'ailleurs. Et puis, et on a fait ça avec lui et ça s'est très bien passé. Il était très rapide. C'est très découpé les films de Tristan, donc c'est des gens qui vont très vite aussi parce que sur Docteur, il y avait plus de 2000 coupes dans le film, donc faut aller vite, quoi. Mais sur les autres, non, j'ai quand même le choix. Et c'est vrai que maintenant, Raphaël, elle est partie vivre à Los Angeles avec son mari qui fait du son là-bas. Donc je ne sais pas si je pourrais travailler avec elle, mais quand je faisais des films d'auteur avec une coprode française, c'est elle que j'appelle. Mais je suis ouvert à travailler avec plein de gens, hein. Voilà, je ne force personne en tout cas. Et le silence fut. Silence, ouais. Frédéric, je vais revenir tout à fait au début de notre conversation, là, quand tu parlais de tes études et de ton arrivée dans le cinéma. Mais donc finalement, quand on voit ta carrière, le nombre d'années que tu travailles, déjà les très beaux films que tu as faits, etc., qu'est-ce qui t'aurait manqué à l'Elbe, enfin, qui s'appelait l'INRACI avant, et que tu aurais pu trouver dans une école comme l'IAD ou l'INSAS? Bah, c'est difficile de répondre parce que je ne sais pas comment ça se passe à l'IAD et à l'INSAS. Mais par contre, je sais que mon attachement à trouver un dialogue et à comprendre un réalisateur et l'importance que je mets là-dedans, c'est peut-être né du fait que ça m'a manqué pendant mes études. C'est-à-dire que ne pas être confronté dès le début à ce genre de travail, c'est ce qui m'a manqué, moi, voilà, à l'époque, je crois. Et voilà. Donc, je crois que c'est ça. Et par contre, j'étais ravi de faire cette école parce qu'on a appris à se débrouiller entre nous. On n'était que des techniciens. C'était malgré tout assez poussé sur un tas de choses qui m'ont rendu très à l'aise. On était, je pense, la dernière promotion à faire encore de l'argentique et à passer au numérique, mais ça nous a permis finalement de ne pas avoir peur de ça et voilà. Et du coup, il y a eu plein de chouettes choses, mais moi, ce qui m'a manqué, c'est ça, c'est le dialogue en fait interdépartement et surtout avec la mise en scène. En fait, c'est le manque d'une section mise en scène qui m'a vraiment manqué. C'est bizarre parce que c'est finalement ce pourquoi on est formé et c'est ce qui nous amène à travailler, c'est ça. Et or là, ça manquait, donc c'était un peu le. Je me suis attelé à ça en travaillant en fait après. Je me suis dit voilà, ça m'a manqué, donc les premiers projets que je fais, je dois vraiment me concentrer là-dessus. Le reste, ça ira, quoi. Et c'est resté, et c'est là que j'y trouve du plaisir en fait. D'accord. Encore des questions? Oui, est-ce que tu as le statut d'artiste? Oui, je suis au contrat durée déterminée sur chaque film.
Est-ce que tu as mis longtemps avant de l'obtenir en sortant de l'école? Je sais plus. Je sais plus. Je crois que mais quand je suis sorti de l'école, je suis pas sûr que ça existait déjà. Bah, Donc je crois que si, non? en 2003, c'est possible. Je sais pas. Je Je peux sais te pas. garantir que oui. Hein. Ah, ah oui. Donc oui, ça existait déjà, mais j'ignorais que ça existait. Donc, donc voilà. Non, non, oui. Bah oui, ça devait être plus facile que maintenant, en tout cas. Est-ce qu'il faut quoi pour obtenir le statut d'artiste, Mathilde? Pardon? Il faut quoi pour obtenir le statut d'artiste? Enfin, pour obtenir le statut, il faut quoi? Un nombre d'heures, c'est ça, de travail? Bah écoute, ça fait 2 ans que je suis le cours, enfin que j'essaye de suivre le cours droit social à l'INSPAS et j'ai toujours pas compris, donc je sais pas te répondre. Il faut déjà ouvrir ses droits au On ne le mettra chômage. pas dans l'enregistrement, Mathilde, je te promets. Ouais, j'ai toujours pas validé ce cours, donc si on pouvait, voilà. Il faut quoi, et là, en fait, pour obtenir le statut d'artiste? Enfin, le statut. Thaïs est professionnelle du statut d'artiste. Si vous voulez des informations, laissez-la parler. Ouais. Hein? Thaïs, je pense. Explique-nous, Thaïs. Ah, déjà, il faut que tu ouvres tes droits au chômage. Je n'ai plus les chiffres, mais il y a des schémas sur l'assaut hors champ. Et ensuite, une fois que tu as ouvert ces droits au chômage, pour avoir la non-dégressivité de tes allocations, ce qui est concrètement le plus intéressant, il faut que tu prouves une certaine période, je crois que c'est 312 jours sur 21 mois. Et il y a des petits micmacs avec ce qui est en cachet pour les techniciens ou pour les artistes, c'est un peu compliqué. Et en tant que technicien, il faut aussi prouver que tu fais quand même que tu collabores à l'œuvre artistique. Donc là, ça devient un peu bancal parfois, mais tout ça, ça repose sur le choix de l'ONEM, en fait, qui finalement, c'est eux qui disent oui ou non, et des fois, tu n'as pas plus d'explications que ça, donc ça reste un peu obscur. Et il faut aussi que tu obtiennes un taux assez élevé pour avoir des bonnes allocations, parce que si tu as 700 € par mois, tu as l'air un peu d'un couillon. Mais enfin, c'est ça qui est différent en France, les plafonds sont différents, et donc, il faut taper haut, sinon tu dois reprouver tes 312 jours. Alors qu'après, une fois que tu l'as, tu es tranquille, tu as 3 contrats à prouver par an. Ouais, donc, globalement, il faut travailler le plus vite possible en sortant, en étant diplômé. Il faut travailler le plus vite possible, en fait. Gagner beaucoup sur ces 3 derniers mois de salaire. Seulement les 3 derniers. Oui, et pas être stagiaire. Ouais. Moi, j'aurais une question pour, si c'est encore possible, pour Frédéric. Très bien. Je suis toujours là. C'est concernant, j'ai cru voir que tu avais fait pas mal de films expérimentaux. Je ne sais pas si c'est en tant que réalisateur ou chef opérateur. Et je voulais savoir comment tu travaillais ça, qu'est-ce que tu aimais là-dedans et est-ce que ça influait sur tes films plus classiques, je dirais. Vous avez fait de l'archéologie, j'ai l'impression. Ça fait longtemps. En fait, quand je suis sorti de l'école, j'ai accepté de faire tout un tas de trucs. Et c'est ce qui a été assez riche, effectivement. Donc, on me proposait de faire des choses à l'image et j'ai dit oui à tout, parce que c'est toujours de l'expérience à prendre. Et j'avais la chance, malgré tout, de pouvoir aller dormir chez mes parents. Donc, j'avais pas de loyer à payer. Donc, j'étais pas dans une contrainte financière folle. Donc, ça m'a permis pendant 2 ans de pouvoir accepter plein de trucs. Et donc, j'ai fait des films d'art. J'en ai même fait en pellicule. Et c'était... oui, ça amène, c'est incongru comme truc. Par exemple, il y a un des films que j'ai fait où on filmait une femme assise sur un tabouret au ralenti qui se prend des morceaux d'omelette dans le visage, quoi. Voilà. Et puis cette même femme qui se fait boxer comme ça. Ces trucs ont été au MoMA d'ailleurs. Voilà. C'était pas Yann Fabre? Non, c'était Sophie Wetnal. Ah oui. Et puis par elle, en fait, j'en ai fait d'autres en Hollande avec d'autres gars qui faisaient, dont une femme qui avait gonflé sa robe de junk food et qui plus elle mangeait, plus elle maigrissait, quoi. Voilà.
Et donc, mais c'est très incongru, c'est très bizarre, mais ça te confronte malgré tout à une variété de décors. C'était chaque fois un peu fictionnel, puisque c'est des gens qui se mettaient en scène. Tu devais faire un peu une lumière avec 2, 3 exigences esthétiques. Et voilà, mais c'était très court, c'est quelques journées de tournage, tu es assez libre, il y a un peu de sous pour faire l'image que tu veux, t'es pas, t'es mal ou pas payé, mais tu t'en fous parce que tu es jeune et que tu peux te le permettre. Et il y en a peut-être dans certains d'entre vous qui ne peuvent pas se le permettre et c'est dommage, mais voilà, c'était des petites expériences, mais qui fait que tu te fais la main et que tu prends confiance en toi sur du matos, sur des choses comme ça, quoi. Mais c'était il y a très très longtemps, hein. Je me souviens juste du contenu de ce qu'on a fait et plus de mon ressenti à l'époque du tournage, quoi. Ok, merci. Bon, mais si nous n'avons plus de questions, on va passer à la suite. Moi, j'avais encore des petites questions, mais parce que j'ai vu dans la bande-annonce du film que tu as fait en Somalie, c'est ça? Pas en Somalie, Éthiopie. en Éthiopie. J'ai vu la séquence d'ouverture de la bande-annonce. Là, c'est une séquence qui a l'air assez longue avec une lampe torche, Oui, enfin avec des lampes torches. Et oui. voilà, je me disais, tiens, on aurait pu parler de ça aussi un peu. Comment est-ce que c'est un truc, est-ce que tu as trafiqué les lampes torches? Est-ce que tu éclairais le reste autour, etc., etc. Oui, on avait éclairé, on avait un petit joker qui tapait dans des arbres et dans des petits réfleaux pour avoir quand même un petit débouchage très doux en face. Et les lampes torches, comme les deux réalisateurs sont des chefs d'écho, c'est d'ailleurs les deux chefs d'écho de Préjudice, ils avaient trouvé des accessoires assez puissants dans les lampes pour qu'on puisse bien les voir. Et donc là, c'était les accessoires qui étaient bien choisis pour ça. Et oui, mais c'était très peu, hein, ça, l'installation était assez succincte, hein. On avait peu de matos sur ce film parce qu'il y avait énormément de jours, en fait, d'extérieur jour. D'accord. Mais voilà. Voilà. Après, il y a un truc que je sais pas. Alors, je sais pas si c'est comme ça tous les opérateurs, mais en regardant un peu tous tes films et les bandes annonces et de ça, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de nuit en fait, énormément de nuit, énormément de quelque part d'extérieur nuit en fait, de Dans, rue, dans les bandes annonces des films? non, bah alors non, j'imagine que c'est lié au film, c'est pas que dans les bandes annonces ils ont choisi ça spécialement, mais est-ce que tu as le sentiment d'avoir fait beaucoup en règle générale, dans les films que tu as fait, d'avoir fait beaucoup de rues de nuit et des choses comme ça? Oui, quand même. Ouais, ça. Et, Après, c'est... Hein, comment dis-tu? alors, du coup, je vais te poser la question, et comment quand tu as ce genre de séquences, parce qu'on sait que c'est assez cher de rééclairer des rues entières quand on en a besoin d'une certaine longueur, comment tu fais? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu travailles? Tu te concentres sur les visages, tu nous en as un peu parlé par rapport à Docteur et le sodium. Mais il y Ouais. a ça aussi d'ailleurs dans le film avec le mariage là, et le jeune. Il y a toute une discussion de ça en voiture ou avant d'arriver à l'hôtel, hein, etc. Ah oui. J'ai rarement l'occasion d'interagir sur les rues dans leur longueur et leur profondeur, parce que ça coûte souvent très cher, c'est du temps, ça fait intervenir des mairies, des services techniques qui ne dépendent pas de la production. Enfin, il y a beaucoup d'inconnus, donc ça, je le fais peu. Sur le Masui, je l'ai fait sur une rue. On a changé des mercures en sodium, je crois. Voilà, donc ça, ils sont venus, eux, changer les lampes. Dans les films de Mohamed, non, on a tout gardé, donc on choisit du coup les décors un peu en fonction des possibilités. Et effectivement, on accroche parfois une gamelle ou l'autre à un poteau. On accroche un projecteur à nous sur un poteau proche de la scène, mais dans les fonds, on laisse vivre. On laisse vivre. Et parfois, on en fait. En fait, étonnamment, je fais plus souvent éteindre des projecteurs que d'en équiper d'autres avec des projecteurs à nous. Donc, je fais éteindre des réverbères. Alors en France, ça se fait proprement avec une clé, etc. En Tunisie, ça se fait au lance-pierre. Voilà.
Non, pas partout, mais ils l'ont fait. Et oui, oui. Et par exemple, dans Préjudice, ben là, la scène de table termine la nuit. Et là, on avait, en plus, il y avait une scène au ralenti. Donc là, quand tu es en high speed, il faut quand même balancer la sauce. Donc là, j'avais deux nacelles qui venaient surplomber le jardin et j'avais accroché des bacs à lumière sur le jardin, deux nacelles, une au-dessus de la table et une autre entre la table et la maison pour que dans le trajet, on fasse à nouveau exister une petite zone visible. Là, et je pense que c'était des 6 kg HMI dedans. Là. Voilà. Bien diffus, avec une petite structure carrée, enfin un bac à lumière. Quoi. Ouais, ouais. Bon, ben voilà. Il y a d'autres questions? Du coup, juste pour finir cette histoire de nuit, enfin extérieure, moi j'aimerais bien revenir du coup dans la nuit intérieure, si tu te souviens comment tu as éclairé les scènes d'hôtel de nuit dans toujours le même film. Ah oui. Là, on a fait beaucoup de changements. Donc, il y a la sortie des ascenseurs, il y a un genre de moulure au plafond. On a placé des réglettes à nous qui donnent en indirect dans le plafond. Et dans le lobby principal, il y a un immense hall d'hôtel qui est un peu avec un dôme très très haut. Et là, aucun point d'accroche. Et là, j'avais mis, je pense, un joker, ça devait être un 1600 avec un octaplus. C'est un genre de grand parapluie qui diffuse comme un chiméra mais circulaire. Quoi. Et ça, c'était assez large, assez haut, grand. Et finalement, le chef Machino a su l'accrocher en faisant toute une structure, un plafond technique avec des serre-joints et des lattes de bois. Et il s'est déporté comme ça, comme une tour Eiffel à l'envers. C'était très, très impressionnant. Il a su déporter la source à quand même 3-4 mètres du seul point d'accroche qu'il y avait, enfin des deux. Quoi. Donc, là, oui, il y avait globalement, c'est par les plafonds, parce que là, encore une fois, c'était beaucoup de plans à l'épaule qui circulent beaucoup, donc je ne pouvais pas trop me permettre de mettre des sources sur pied. Quoi. Voilà. Et au-dessus du comptoir, il y avait des kinoflows diffusés sur la longueur. Voilà, ça c'est dans le... Oui, je vois que tu parles, mais je ne t'entends pas. Et dans la chambre, qui est jouée, elle, très très sombre, très noire, quoi, comme ça, on dit un noir complet. Oh, je ne me souviens plus. Je me souviens avoir fait tout un plafond avec une toile textile qui rediffusait mais énormément la pièce, mais pas sur tout le plafond. Je m'arrêtais un peu avant les murs pour pas que les murs prennent. Un peu dans l'esprit de ce que tu racontais tout à l'heure pour la séance d'ouverture de l'autre film, là, dans l'appartement de l'histoire de la famille avec le fils qui va partir. Hein. De préjudice, non, non, tu parles de Non, non. non, tout à l'heure, tu sais, on parlait de la séquence d'ouverture du film avec Ou le. Ellie, l'autre film de Benatia. Ouais, où tu disais que tu avais fait un espèce de plafond technique en plaçant des lights Ah oui, aux endroits cruciaux. Là, tu l'as fait plus oui, grand avec une oui. toile qui rediffuse, en fait. Voilà, voilà. Donc quelque part, tout le plafond de la chambre était très faiblement lumineux. Ouais, Et je pense qu'il devait y avoir, il devait y avoir 2 kinos là derrière, des grands. Et je crois que je pouvais en diminuer un en nombre de tubes par rapport à l'autre pour avoir juste une petite direction à contre. Voilà, c'était juste ça. Et je crois que j'ai mis quelque chose sur le balcon pour que les rideaux puissent un peu exister, mais je ne pouvais pas trop le faire parce que Mohamed voulait vraiment que, comme c'était une scène d'amour, une première scène d'amour pour lui, il voulait qu'il y ait un peu ce sentiment d'être gêné, donc que personne ne les voie, que lui ne voulait pas être vu nu par sa partenaire, etc. Dans le film, hein, c'était un peu. Donc il voulait qu'il fasse noir, que les fenêtres soient tirées, qu'il ne se voit presque pas, mais que nous, spectateurs, on puisse les voir. Donc c'était le genre de demande paradoxale qu'il a fallu essayer de manager sur place. Et donc c'est ce système de plafond très doux avec une lumière qui finalement vient de nulle part. C'était pour moi la meilleure solution. Et ils s'embrassent une première fois dans un petit couloir.
de la chambre d'hôtel avant d'arriver dans l'endroit où se trouve le lit qui longe la salle de bain. Et dans ce couloir, je me souviens qu'il y avait au plafond une petite grille en bois d'aération, mais dont les lames de bois étaient inclinées dans un sens et dans l'autre. Et je me souviens que je l'ai fait retourner pour qu'en passant là-dedans, je sois toujours un peu à contre. Parce que les lamelles de bois donnaient une petite direction à la lumière, et en l'inversant, dans ma position de caméra, c'était toujours un petit peu à contre grâce à ce dispositif d'aération. Donc là, j'ai utilisé cette grille d'aération en bois avec des lamelles de bois inclinées un peu comme un louver, mais en bois, quoi. Voilà, qui existait. Donc on a tapé dans cette aération, j'ai donné une petite source, quoi, dedans, je sais plus quoi. Mais il y avait quelque chose là, un Aladdin ou je sais plus ce qu'il y avait, mais ouais, il y avait quelque chose. Voilà. Mais c'était très compliqué parce que on devait comprendre que eux ne voyaient rien ou très peu, et nous on devait voir plus qu'eux, quoi. Donc ça, c'est un peu. Oui, c'est justement ça qui m'intéressait, c'est jouer le noir complet pour les personnages, mais nous, on doit quand même voir. Et c'est la limite que j'ai trouvée bien amenée. Et j'ai trouvé qu'on avait ce sentiment, que eux étaient dans le noir, que eux voyaient rien et que nous, on voyait quand même. Qu'ils voient presque autant que toi. Et oui, c'est ça. Et en fait, c'est sur base de souvenirs qu'on a tous. Donc, c'est de se dire, voilà, moi, quand je suis dans le noir, qu'est-ce que je vois, quoi? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je devine? Et je pense d'ailleurs, est-ce que c'est dans ce film-là? Ah, il y a un autre moment où il est dans le noir et il y a un détecteur de fumée, non? Non, si, je crois que oui. Il le regarde, il est couché dans son lit, il regarde un détecteur au plafond avec un petit LED rouge qui clignote. Non? Je ne dois pas le souvenir. Mais en bref, ce plan arrive après un pliage. Il y a une ellipse où c'est un plan avec du jour, et puis on arrive dans ce plan de nuit. Et comme ton œil est habitué à une grande clarté, ça, à l'étalonnage, on a gardé le contraste pour que quand on arrive dans le plan, on ne voit presque rien, et que c'est dans la longueur que tu t'habitues à voir et que tu commences à discerner. Et ça, c'est des sentiments qui sont finalement très réels dans la vie, et je trouvais ça chouette de garder ça dans le film, quoi, parce que c'est ce genre de petites choses c'est de ce genre de petites choses que le film se tisse, en fait, de son cinéma à lui, en tout cas. J'essayais de retrouver l'extrait, mais je ne le trouve plus. Bon, ben voilà. Cyril, est-ce que tu as une question? Cyril n'est plus là. Si, je suis là, je suis là. J'écoute. Je vous avoue que j'ai pas trop de questions. Je suis à l'écoute, quoi. Très bien. Bon. Et on va conclure. Frédéric, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup et bonne chance. Merci, bonne chance à vous tous. Et je sais que tu vas être papa dans pas longtemps, enfin repapa dans pas longtemps, bravo et à bientôt. Ouais. Bonne chance aussi. Merci, oui, dans pas longtemps. Oui. C'est maintenant. C'est maintenant. Voilà. À bientôt. À bientôt. Merci. Je fais quelque chose? Merci. Merci beaucoup.